Donc, pour rappel, le programme de ce Gone Space, normalement, ça doit commencer par le débrief de ce match qu'on vient de regarder. On va parler un petit peu généralement de la prestation collective, peut-être individuellement également, ce qu'on a pensé des différentes performances des joueurs. On va parler de manière très générale de la préparation de l'Olympique lyonnais et ce qui reste à faire au niveau du mercato de l'effectif et donc les perspectives pour cette saison 2021-2022. Normalement, on devrait être là pendant à peu près 1 heure et demie, terminé vers les coups de 22h30. Bonsoir à tous. Salut Olimas. Salut. Olimas, la légende, nous a rejoint. Une petite réaction sur les récents événements hors match Twittos à nous faire ou pas? Direct pour mettre dans la sauce. Alors Olimas, selon les rumeurs, tu serais un insider de M étoile. Qu'en penses-tu? Je le prends avec plaisir. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Non, en vrai, je m'en bats les couilles. Bon, nous sommes à peu près 200 personnes. Est-ce qu'on commencerait pas? Bah allez, hein. Eh bien, allons-y. Max, tu veux peut-être diriger la séance? Diriger la séance. Euh, Allez, monsieur le juge. je sais pas s'il y aura un maître de cérémonie, mais oui, on peut parler un petit peu du match qu'on a vu ce soir. Donc, Lyon jouait contre Porto à une semaine de la reprise. D'ailleurs, j'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine pour le match contre Brest. Plus le stade sera plein, plus ce sera une bonne reprise, on l'espère en tout cas. Donc un match que malheureusement l'OL a perdu 5-3, donc un début de match où Lyon encaisse les deux premiers buts sur, on va dire, deux erreurs individuelles qui payent cher. Hein, L'Olympique Lyonnais, globalement sur ce match, on va en discuter, mais qui a enchaîné les erreurs individuelles. Ensuite, Lyon revient. Alors, je ne sais plus qui marque exactement côté Porto sur ce match. Excusez-moi, hein, c'était un match de préparation. On n'était pas non plus totalement attentif à chaque seconde. Mais en tout cas, je me rappelle bien du second but qu'on prend sur une belle reprise de volée. Volée Pareil, contrée. Je précise. Volée contrée par Loukeba, oui, c'est vrai. Donc voilà, l'OL qui encaisse les deux premiers buts. On se dit que ça va être compliqué, mais on revient quand même bien dans le match. Alors là, j'ai plus le nom des buteurs. Excusez-moi, je suis vraiment nul. Il faut que je regarde ça. Il y a Toko pour le deuxième et le premier, c'est. J'ai plus le premier. Le premier, c'est Marcelo. Ouais, C'est Marcelo sur un coup franc de Cornet, ouais. Exactement. Le duo Cornet-Marcelo qui est impliqué sur les deux premiers buts en défense qui permet à l'OL de revenir à 2-1 juste avant la mi-temps, la 40e minute. Et puis après, oui, c'est Toko en seconde mi-temps qui égalise. Après, l'OL encaisse le troisième but. Dans un derrière. moment un peu de flottement parce que Porto faisait pas grand chose en deuxième mi-temps. Bon, ils ont fait beaucoup de changements aussi. Ils ont fait énormément de changements Porto. C'est aussi pour ça que ils faisaient pas grand chose. D'ailleurs, étonnant, Porto qui reprend le championnat dès la semaine prochaine, si j'ai bien compris, qu'ils aient fait autant de changements juste avant la reprise. Ils doivent être sûrs de leur force. On rappelle que Porto avait été quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, donc c'était quand même une belle affiche. Donc oui, l'Olympique Lyonnais qui prend un troisième but de Pépé. 58 ans. Qui a 58 ans exactement, qui approche l'âge de la retraite sur un marquage sur corner qui est complètement raté de la part de Diomandé. C'est un corner joué vite. Plutôt inquiétante. C'est un peu notre problème, c'est qu'on a même les, je crois que je sais plus le premier ou le deuxième, je sais plus, mais en tout cas c'est un truc joué vite aussi. C'est un vrai problème ça pour le coup. Et puis on parlera même pas des autres buts qu'on prend après. C'est une grosse erreur d'inattention en tout cas de marquage. Et puis après, on va dire la fin de match, c'était le folklore. Même si Maxwell Cornet nous a régalé encore une fois avec une nouvelle passe décisive pour Slimani juste après le troisième but. Sur un débordement digne des plus belles heures de Gareth Bale quand il jouait arrière gauche à Tottenham. D'ailleurs, si la Première Ligue et quelques clubs allemands étaient devant ce match,
faut fermer les yeux sur les erreurs défensives et bien évidemment regarder que les highlights offensifs. Donc on compte sur vous pour ceux qui nous écoutent. Si je vois qu'il y a BNS Comps avec nous, donc si tu peux nous faire que les highlights offensifs de Maxwell sur ce match, ça serait Maxwell top. qui s'est blessé à la fin d'ailleurs. Maxwell qui se blesse à la fin, on va en parler. Non, il s'est pas blessé. Arrête les fake news, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, pardon. On n'a pas besoin de ça maintenant. mais on va en discuter, mais je sais pas ce qui est le pire. Est-ce qu'on souhaite qu'il soit pas blessé pour qu'il puisse jouer parce qu'on a très peur de Henrique, ou qu'il joue pas parce qu'on se dit plus il joue, plus il fait des erreurs défensives, donc moins on va le vendre. Donc on verra bien. De toute façon, on va en parler de tout ça ce soir. Et puis voilà, donc on égalise à 3-3 et puis après derrière, on se prend 2 buts en toute fin de match sur encore une fois 2 erreurs défensives. Le 4e but, c'est un manque d'agressivité. Le joueur du FC Porto en entrée de surface a à peu près 20 minutes pour frapper. Et derrière, le 5e et dernier but, c'est une erreur de Maxence Cacré. D'ailleurs, on va en parler de son repositionnement en 6 avec l'absence de Bruno Guimaraes. Qui fait tout simplement qui se retourne, qui perd la balle et qui permet donc à Porto de remporter le match 5-3. Donc messieurs, quels enseignements on peut faire un petit peu de ce dernier match de préparation avant d'entamer le championnat la semaine prochaine contre Brest? Alors, bonne question. Ouais, une vraie bonne question. Ouais, vas-y. L'enseignement, c'est que je pense que avec les joueurs actuels qu'on a, qui sont disponibles et qui ont fait la prépa, je pense que ça va être compliqué de partir sur un 4-3-3. J'ai bien l'impression qu'on n'a pas le nombre qu'il faut, que les jeunes Keita ou peut-être Da Silva, etc., surtout si on va vendre Jean-Lucas, j'ai l'impression que ça va être extrêmement compliqué de partir sur un 4-3-3 en début de saison. Je sais que c'est souvent pas le système qui compte, mais plutôt l'animation. Mais là, ni système ni animation, ça va être très compliqué d'animer un milieu de terrain avec des joueurs aussi tendres, aussi jeunes. Habib Keita, on sait tous qu'il a des qualités. Il en a montré certaines sur ce match d'ailleurs, mais il a également montré des limites. Donc, au niveau du système tactique, ça va être compliqué de partir sur ça. Défensivement, j'espère que le coach a bien regardé les joueurs qui correspondent ou qui ne correspondent absolument pas à ce qu'il cherche à faire. Les joueurs qui sont qui ont des défauts rédhibitoires dans ce style de jeu, basé sur les relances courtes, basé sur les déplacements courts à haute intensité, basé sur cette lucidité balle au pied, le temps de réaction assez rapide. On sait bien que c'est peut-être pas forcément la qualité première de Marcelo. Enfin, en tout cas, on espère que le coach a bien pu observer tout cela et qu'il saura trouver, avec les éléments qu'il a à sa disposition, le bon combo pour nous sortir la meilleure combinaison possible la semaine prochaine. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas trop le choix. Là, on a 7 jours pour ajuster des choses. On va avoir, j'espère, le retour de Denayer, parce qu'il reste quand même notre meilleur défenseur central, je pense. Après, le reste, de toute façon, on va devoir faire comme ça au moins contre Brest. Et puis au moins le prochain match. Donc, ça va être compliqué défensivement. Il y a des choses à redire de l'autre côté, je trouve, qui sont pas trop mal. À la relance et du moins après les 50 mètres, on va dire. Parce que c'est vrai que la relance, on a pris ce soir des buts sur quasiment que des relances débiles ou des pertes de balles qui sont pas bonnes parce que les joueurs sont pas en capacité technique de le faire. On a vu Marcelo, on a vu Maxwell Cornet. Voilà quoi, c'est pas des joueurs qui sont capables de faire ça. On a vu que Gusto avait été en difficulté aussi défensivement. C'est pas étonnant, il est jeune, hein. C'est normal. Donc voilà, après, je pense qu'il faut pas non plus dramatiser. C'est sûr que quand tu prends 5 buts, surtout que tu en prends 3 en 5-6 minutes à la fin, tu peux toujours dramatiser un petit peu, mais il y a encore un peu de temps. Il va y avoir des recrues à la fin du mercato, on l'espère en tout cas. Il faut aussi qu'il y ait des départs pour enfouer un peu les caisses. Ça, on l'a déjà dit depuis des mois et des mois. Voilà, on sait que défensivement c'est compliqué, mais il n'y a pas trop le choix. Il va falloir que ça marche. Et on sait aussi que Bruno Guimaraes et Paqueta vont revenir à un moment. Et ça change complètement une équipe à la relance et dans l'incapacité à garder le ballon. Bon, on va peut-être laisser l'OL juste quelques instants de côté. On a apparemment un problème avec le space. Est-ce que vous pouvez nous confirmer sur le hashtag ou bien sur le compte d'Inside Guns si vous nous entendez?
Donc nous sommes trois pour l'instant, trois intervenants. Ah bah Ça Max c'est con, quoi. est parti, donc là on est que deux. Parce que Non, moi Ouais, je suis là, j'ai eu un petit problème de connexion, mais je vous ouais, entends. j'entends moi aussi. d'accord, parce que je te vois plus dans les intervenants, hein. C'est bizarre. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous signaler ce que vous voulez nous signaler sur le hashtag, sur le Gunspace, des remarques, des problèmes, des demandes d'intervention, etc. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Euh, voilà. Donc encore collectivement, j'ai l'impression que ce qu'on n'a pas trop vu la semaine dernière, mais ce qu'on a bien vu cette semaine, c'est qu'on a su se créer quelques occasions quand même assez intéressantes. On a quelques circuits de passe qui étaient intéressants, qui ont fini par donner une occasion à Moussa Dembélé en première mi-temps qu'il rate et qu'il ne devait jamais rater. C'est une occasion qui ressemble énormément à Islam Slimani qu'il a réussi à transformer. Mm. Donc ces circuits de passe là, si on arrive vraiment à en faire plus souvent, ça pourrait être assez intéressant. Euh, bon, à voir comment ça va se développer encore avec le temps. On sait que les potentiels titulaires n'ont pas encore beaucoup de temps de prépa. Je pense typiquement à Dubois, Denayer, etc. Euh, donc là, on me dit qu'on nous entend plus. Eh bien, C'est une... bon, ça dépend. Il y a des gens qui disent qu'on entend et des gens qui disent qu'on Ouais, il y en a n'entend qui pas. entendent, moi ça nous entend là. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Un peu Bon, facile à ouais, rendre. on espère. Continue, toi, continue, toi. Ouais, C'est aussi les vacances pour Twitter, je Oui, pense. apparemment. Eh ben, de mémoire, la dernière fois qu'on a tenté de faire un Space OL sur Twitter, que des supporters ont tenté de le faire, ça buguait énormément et ils ont dû abandonner au final. Donc on verra comment ça va se passer. Hmm. Euh, enfin voilà, donc il y a des inquiétudes, il y a des choses intéressantes. Moi, je suis contre le catastrophisme dans les matchs amicaux. Voilà, pour moi, c'est quand même assez bête. On sait qu'il manque beaucoup de joueurs, qu'on sait les états de forme, peut-être il y Puis a on des sait joueurs qu'on qui a des seront nuls beaucoup. derrière aussi. Ah bah oui, absolument. On sait que le mercato va C'est pas encore le bouger problème, dans quoi. tous les sens. On sait plein de choses. Enfin, on connaît pas mal de nos incertitudes. Donc, Hmm. on verra en début de saison comment ça va se passer. On se rappelle très bien ce qui s'est passé avec Silvino. Bien sûr, c'est un contexte totalement différent. La prépa, elle était archi moyenne. Le début de saison, les deux premiers matchs, ils étaient incroyables. Et ensuite, ça a fait plouf. Donc, il faut voir, il faut C'est attendre, aussi ça voir qu'il comment faut ça va se noter, passer. Yaman, c'est que on sait qu'il faut laisser du temps à Boss, et Bien donc sûr. dans l'absolu, il y a des matchs qu'il va falloir gagner absolument, même des fois sur des petits scores, juste pour Oui, aussi lui laisser des temps et de gagner de la confiance. Alors, bien sûr. c'est effectivement quand tu gagnes sur des petits scores, c'est que en général ta défense fait des bons matchs et que ton gardien prend pas un but à chaque tir cadré aussi. Donc Ah ça va être bah, ouais, ça c'est un souci qu'il va y avoir et il va falloir avoir un peu de chance que Silvino avait pas eu sur ces matchs. Alors à part les deux premiers matchs on va dire, mais la suite, je veux dire il y a des matchs contre Nantes, contre Saint-Étienne par exemple, même si c'était pas des matchs de fou, mais qui pouvaient tourner en faveur de l'OL. mhm, Là, les cinq premiers effectivement. matchs, c'est Brest, Angers, Clermont, Nantes et Strasbourg. Avant d'affronter le PSG, voilà, c'est cinq matchs où tu dois absolument prendre les points pour bien débuter, pour mettre en place la philosophie de Boss et surtout pour lui laisser du temps. On sait que le mercato finit juste après le quatrième match contre Nantes. Il y aura des recrues, ça, faut pas s'inquiéter, il y aura des recrues. Après, effectivement, on attend aussi des départs. Et il faut, voilà, on va en avoir un qui sera Jean Lucas, même si bon, on peut le regretter parce que c'est un des meilleurs de cette préparation, clairement. Mais maintenant, il faut faire des choix et l'OL fait un choix. Voilà, c'est pas un choix de Johnny ou Boz, hein, ça, on peut l'assurer. C'est un Ah choix bah, financier, malheureusement, et l'OL a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que quand il y a des contraintes financières, bah, forcément, tu vends celui qui a déjà l'offre et qui a une bonne cote. Donc voilà, malheureusement, ça partira comme ça pour Jean Lucas. On sait qu'on a quand même des joueurs qui sont de qualité au milieu de terrain. oui, Maintenant, il va falloir effectivement. recruter sur le poste de latéral gauche et en attaque. Et milieu défensif, je pense que ça devient nécessaire parce que là, Ouais, ça on a dépendra que, aussi du départ ou non de Mendes, ouais, si le je le club vois mal brésilien rester, décide hein. à mettre. Ouais, Je mais le il vois faut de mal l'offre. rester et je vois mal Juninho, voilà, enfin, ne pas le laisser partir. Parce que Juninho, c'est pas parce qu'il a envie de lui faire un cadeau, mais parce que je pense qu'il sait que ça peut très vite devenir très toxique s'il le laisse dans le vestiaire, Certes, dans cette équipe, etc. Et pomper en même temps les ressources du club. Ça, je pense aussi, Olas, je pense il comme va toi pas qui forcément partira et apprécier. même peut-être à un prix vraiment bas.
s'il n'y a pas le choix. Mais effectivement. le souci, c'est que c'est normal que l'OL essaie quand même de choper un billet sur lui, quoi. Ah bah bien sûr, c'est plus que Voilà. normal, mais bon, je pense qu'on va devoir accepter de se prendre un petit coup sur Thiago Mendes, et en même temps on va vendre peut-être Jean-Lucas, donc on va faire une certaine rentrée d'argent, assez faible certes, mais bon. Euh, voilà, en tout cas. Le problème qu'on a actuellement avec les ventes, et surtout les ventes de ces joueurs-là, c'est que les clubs savent que l'OL a besoin de fonds. Enfin, je veux dire, ça se voit, rien que dans la manière que Lyon a abordé ce mercato, les autres clubs le savent. Donc, on peut difficilement espérer une grosse offre dans un contexte pareil, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'on avait mal vendu Anderson. Là, Jean-Lucas, bon, c'est vrai qu'on parle de 11 millions avec un pourcentage qui va aller à son club formateur au Brésil. Donc, du coup, forcément, ça fait un peu moins pour un joueur qu'on avait déjà payé 8 millions d'euros. Là, Thiago Mendes, c'est pareil. Si on arrive à s'en sortir rien qu'avec 10 millions, ça serait déjà incroyable. Je pense que tu es beaucoup trop ambitieux là. Oui, non, mais 10 millions, mais après, tu peux essayer de négocier, je sais pas, un prêt avec une option d'achat à 10 millions, quelque chose, où au moins on peut espérer s'en sortir un petit peu. Mais voilà, l'OL, de toute façon, faut aussi le préciser, c'est pas comme ce que beaucoup de personnes sont aussi un petit peu déçus de ça, parce qu'on voit nos concurrents directs comme Monaco, Marseille, Nice aussi, être assez agressifs, mais ce sont des clubs qui peuvent encaisser des pertes puisqu'ils ont un président actionnaire qui est capable de renflouer économiquement, ce que nous n'avons pas. Donc il faut être conscient de la réalité. Là, je pense qu'on est parti sur les perspectives de 2021-2022. On était censé laisser ça à la fin, mais puisqu'on est dans le sujet, je me dis que, bon, certes, l'OL a un passif à ce niveau-là, le fait de brader certains joueurs, etc. Parfois, enfin pas brader, mais quand il y a des offres, les accepter, même si sportivement ça peut nous nuire, c'est ce que je voulais dire. Mais là, est-ce qu'on peut vraiment vouloir à l'OL de faire ça dans un contexte où la menace du coronavirus est toujours là? Bon, certes, avec la vaccination, avec les derniers variants, bon, ça semble aller un peu mieux, mais il y a toujours ce risque qui rôde un petit peu autour de nous. Avec tous les problèmes de diffuseurs de Ligue 1, avec le risque qu'on a pris dans la construction du projet pour cette saison, qui pourrait aussi nous priver de Ligue des Champions peut-être la saison prochaine, on ne sait pas, c'est un pari. Donc est-ce qu'avec tous ces risques-là, est-ce que c'est totalement déconnant entre guillemets de la part de l'OL de refuser des ventes comme ça? Je sais pas, je pense que au niveau des décisionnaires qui doivent aussi, qui tiennent entre leurs mains les comptes et les chiffres, ils doivent se dire que ça peut quand même avoir du sens. Hein. Donc voilà, nous, de notre côté, les supporters, on s'en fiche peut-être un petit peu du bilan financier de l'OL, c'est surtout les matchs, les performances, les titres qui nous intéressent. Mais quand on décide dans un club, il faut également prendre en compte les autres paramètres, et forcément, ça peut un petit peu nuancer ou bien tempérer les réactions sur ce sujet-là. Après, il y a aussi eu des investissements les dernières années aussi, il faut rappeler. Jeffrey Adelaide, c'est 25 millions. Lucas Paqueta, c'est plus de 20 millions, pardon. Guimarães aussi. Thiago Mendes, Youssouf Koné, les deux, c'est 25 millions. Donc il y a eu quand même, l'OL a quand même pas mal dépensé ces dernières années. Par rapport à l'histoire de l'OL, le club est quand même plus ambitieux sur le mercato en termes de dépenses. Malheureusement, il y a eu des loupés. Malheureusement, le mercato que tu as dit, justement, il y a eu trop de loupés. Oui, voilà. Trop de loupés pour différentes raisons. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais joueurs. Hein. Ça veut dire juste qu'ils sont pas adaptés, ou le coach n'a pas fait le truc. Ça veut dire, par exemple, quand tu prends Andersen, forcément, tu le prends pour sa façon de jouer. Et après, il s'adapte pas au truc. Il arrive dans un contexte difficile. Jeff Renaid, il a une blessure. Il y a qui encore connaît. Bon, connaît a surfé sur ces 6 mois de Lille. Est-ce que c'est un si mauvais joueur que ça? Je pense pas, mais dans l'absolu, je pense qu'il est quand même au trou. C'est compliqué, hein. C'est compliqué tout ça. Hein. Et heureusement, tu arrives à prendre Paqueta l'année dernière qui te fait une grosse saison, et aussi Bruno Guimarães l'hiver d'avant. Donc c'est sûr que c'est des fois qui sont compliqués. Et tu payes aussi le mercato. Tu payes des erreurs. Tu payes des gros investissements, et forcément, avec le Covid, avec les droits TV et le fait que tu n'ailles pas en Ligue des Champions, parce que 2 saisons de suite, tu arrives à qualifier. Alors on sait que ça a terminé 7ème, mais on serait pas allé en Ligue des Champions quoi qu'il arrive, je pense. En terminant, on aurait peut-être fait la Ligue Europa. Puis l'année dernière, on est à quelques points du titre, mais ça veut dire aussi qu'on est 4ème, quoi. Donc voilà.
C'est comme ça, mais Vous savez quoi? Je propose qu'on revienne un petit peu à notre programme parce que là, on vient d'accueillir également des tweetos avec nous qui souhaiteraient peut-être intervenir et donc donner leur ressenti sur le match. Donc, je vous en prie, vous pouvez y aller et nous dire ce que vous avez pensé de ce match, de cette défaite, on le rappelle, 5-3 face à Porto. Bah, salut les gars. Franchement, salut. quand on Bonsoir. voit le match, franchement, il faut se poser des questions. C'est-à-dire que défensivement, déjà, quand ça fait peur, Lopez, est-ce que, déjà, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que depuis qu'on parle de Onana, il l'a dans la tête, malgré qu'on sait qu'il ne pourra pas jouer avant l'année 2022, est-ce que ça lui met pas déjà un petit doute en question? Parce que on sent que franchement, comparé à ce qu'il a été, c'est plus le même. Enfin, je sais pas Mais c'est si. plus le même depuis un moment déjà. Ouais, mais là, vraiment, depuis. Bon, après, c'est que la reprise, c'est son deuxième match, entre guillemets. Mais bon, l'année dernière, ça a été limite, avec, bon, on le sait, avec tout ce qui a été dit dans la presse et tout. Mais là, franchement, est-ce qu'il n'a pas une grosse remise en question ou quelque chose qui est en train de se passer? Parce que peut-être qu'avec l'Euro, on aurait pu se dire que le fait qu'il parte avec sa sélection, vraiment, il se remette ça le remette bien et tout. Mais là, ça fait un peu peur parce que honnêtement, bon, après, il y a des actions où il est pour rien. Mais rien que certaines frappes et certains buts. Après, je pense surtout aux deux derniers où en Ligue 1, on est habitué à où il peut être présent, il peut les arrêter. Où là, franchement, il bouge même plus de sa ligne. Enfin, j'ai l'impression qu'il a plus de réactivité Je qu'il crois avait que à une époque. le quatrième, il est un peu gêné comme. Il est un peu. Après, je suis d'accord sur le fait que quand tu as un gardien qui prend 5 buts sur quasiment autant de frappes cadrées, c'est compliqué d'avancer et de faire quelque chose. Mais je suis pas Après, sûr que moi, ça soit, je suis pas sûr que ce soit Onana enfin dire l'avenue d'Onana qui le fait douter. Je pense simplement il est plus vraiment au niveau et qu'il a du mal à revenir à ce niveau-là. Après, Le voilà, problème a commencé avant. Le problème a commencé avant. Hum. Est-ce que c'est pas Revel, enfin peut-être pas Revel, je veux dire, mais est-ce que c'est pas l'arrivée de Revel, le fait qu'il soit peut-être pas très très peu pote avec lui, le fait qu'il préférait peut-être couper, enfin bref, est-ce Mm. que tout ce qui s'est passé au niveau des entraîneurs de gardiens, est-ce que ça l'a pas dérangé peut-être un petit peu? Ah, forcément, quand tu changes tout le Euh, temps d'entraîneur de gardien, ça pose problème pour un gardien. donc il y a ça, il y a aussi toute l'histoire qu'il y a eu autour de sa prolongation de contrat. Il Hum. y avait également tous Mm. les trucs qu'il y a eu autour de lui, de ses interventions, etc. dans la presse. Donc il y a en somme pas mal de Puis il n'est problèmes pas qui aidé par sa peuvent. défense quand même. Ah Oui. bah On ouais, va pas se mentir quand même. ça Ah, aussi, bien sûr, bien effectivement, bien alors, évidemment. Après, bon, juste moi, ce que je veux dire aujourd'hui, quand on regarde le match de Lopez aujourd'hui, donc les buts. Il y en a pas mal de frappes qui sont assez proches quand même, je veux dire, qui sont à l'entrée de la surface, etc., qui ne sont pas faciles à sortir. Ça, je le comprends, où il est totalement abandonné par la défense, où il y a personne pour serrer, genre pour fermer un petit angle comme ça, il doit Hum. juste gérer l'autre angle. Donc, on peut comprendre qu'il y ait de la difficulté sur certaines frappes. Mais le problème, c'est que le ratio de un tir cadré égale un but, ça se répète beaucoup trop. Si c'était le seul match où on le voyait faire ça, on se dirait, c'est bon, allez, tranquille, il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est quand ça se répète une fois, deux fois, une saison, deux saisons, il y a quand même des questions à se poser. C'est pour ça que moi, j'ai quand même du mal avec Lopez ces deux dernières saisons. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours défendu. Quand on lui sortait des polémiques totalement ridicules contre Metz ou même parfois contre Paris, etc., où pour moi, il était totalement dans son droit sur certaines de ses interventions. Mais au final, si on veut rester objectif et lucide, bon, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Chacun a le droit d'avoir son avis sur les choses. Mais moi, très objectivement, j'y arrive pas. Avec Lopez ces derniers temps, j'y arrive pas. Est-ce que maintenant, à l'arrivée d'Onana, elle va le fâcher encore plus? Est-ce que l'arrivée d'Onana, elle va le remotiver? Moi, je suis très curieux de voir ça. À l'arrivée de Quand Vercouttre tu es un également, après ça va. sportif, quand tu es un sportif de haut niveau, normalement, on t'amène un joueur. Tu dois, surtout quand c'est ton club, c'est le poste que tu as depuis des années, tu dois avoir un sentiment de fierté qui te permet de te remettre à travailler. Moi, juste mon avis sur Lopez, au-delà des problèmes enfin, par rapport à ses interventions qui ont pu jouer sur son moral, je pense que c'est tout simplement aussi le profil de gardien. C'est un gardien qui n'a pas vraiment, qui n'a pas de jeu au pied, qui a des gros points forts sur la ligne, sur les réflexes, mais qui quand même a des grosses faiblesses, qui n'a pas arrivé malheureusement il s'est pas vraiment amélioré par rapport à ça. Et physiquement aussi, tout simplement, bon ça il y peut rien, mais c'est un gardien d'un mètre 83, 84, qui arrive déjà à 30 ans. Donc, il peut moins jouer sur ce côté réflexe, ce côté rapidité d'exécution.
Et c'est un profil de gardien qui malheureusement ne peut pas performer jusqu'à ses 34-35 ans. Alors après, on va me sortir Keylor Navas, mais Keylor Navas, c'est quand même un tout autre niveau. Anthony Lopez, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a déjà un déclin par rapport à son niveau de jeu, qui est pour moi au-delà du mental. Ah, après, il a jamais vraiment eu, quand on regarde dans les années passées, il a jamais vraiment eu de concurrence. Tatarou Sanou, excusez-moi, mais bon, c'est pas le grand goal, il était à Nantes, sans remettre le niveau de Nantes, mais voilà. Il a eu Paul Hersberg, putain, j'arrive pas à dire son nom. Il venait d'un club, c'était pas l'élite non plus. À chaque fois, on va dire le gardien numéro 2 Attends, il a quand même eu Gorgiola. Hein. Ah, excusez-moi, la grande pépite. La légende du camp. Il a arrêté une frappe de Messi contre Barcelone, faut pas l'oublier. Ouais, tout le monde ne peut pas dire ça. Hein. Voilà, on peut pas dire j'ai arrêté une frappe de Messi. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que maintenant, tous les ans, je sais pas c'était quoi, même si on lui a apporté de la concurrence, honnêtement, il y avait rien en face. Il était serein, quoi. Après, c'est mon point de vue. Pour moi, même quand on lui rajoutait, entre guillemets, de la concurrence, c'était pas un vrai joueur. Là, vraiment, on parle bon, après, on sait pas trop si haut, Nana, parce qu'il est quand même suspendu depuis un moment pour dopage. Donc, j'attends de voir quand même comment il revient. Parce qu'on ne sait pas, on prend aussi un peu un risque quand même. Parce que il a plus fait de compétition officielle depuis l'année dernière quand même. Ça va être un peu compliqué ça aussi. Donc, à voir. C'est un pari. Et après, c'est un pari que tu dois prendre aussi. Parce que là, on va pas se mentir. Lopez, à mon avis, partira pas la saison prochaine. Il partira la saison d'après en fin de contrat. Je pense, parce qu'il a un salaire trop important. Il n'y a aucun club qui le veut. Donc, c'est aussi un risque d'avoir un gardien comme Anthony Lopez qui peut aussi te poser des problèmes dans le vestiaire. Alors, même s'il a beaucoup moins de soutien qu'avant, c'est un risque que tu dois prendre. Maintenant, est-ce que ça va marcher? On verra bien. Est-ce que, par miracle, un club va réussir à lui mettre un gros salaire et qu'il va partir? Ça, c'est encore autre chose. Mais, ouais, Onana, c'est un risque. Mais on espère que ça va être un risque calculé, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, apparemment, au Portugal, honnêtement, en Angleterre, il a pas la cote, Lopez. À un moment, on en parlait en Espagne, mais la rumeur, elle est très vite partie. Après, Lyon, c'est vraiment sa terre, son identité, donc c'est pour ça qu'il est vraiment proche, mais je le vois pas aller ailleurs, quoi. Je pense qu'il va finir sa carrière ici et après, il va peut-être devenir entraîneur et gardien. Je pense qu'il partira à la fin de son contrat. Moi, je pense que le risque, il se trouvera plutôt dans le vestiaire parce que c'est quelque chose qui m'agace avec Anthony Lopez. C'est que, on l'a déjà, on le sait et on l'a déjà vu par le passé. C'est quand même quelqu'un qui a un très très gros caractère et j'ai peur que cette arrivée d'Onana, parce que Onana c'est quand même un gardien, faut se le dire entre nous. S'il n'y avait pas eu cette histoire de dopage, l'Olympique Lyonnais n'aurait jamais pu avoir un gardien de ce niveau-là. C'est un gardien qui a été promis à aller dans le top 8-10 des clubs européens. Donc aujourd'hui, on a une opportunité qui est incroyable. Savoir comment Lopez va réagir et surtout comment il va le prendre. C'est ça un peu le problème avec ces joueurs qui sont très attachés, supporters. C'est un petit peu savoir comment se positionner. Être égoïste et prendre un peu le club en otage en disant que par rapport à tout ce qu'on a fait par rapport au club, on mérite plus de reconnaissance. Et c'est ce qu'il a déjà commencé à faire quand on regarde. Je ne sais pas si c'était une interview ou autre de la part d'Hervé Penaud, ce côté un peu déçu de la part des réactions, etc. Donc on le voit déjà venir de très loin, le Anthony Lopez, ou justement être un grand joueur, être supporter et savoir se dire, voilà, sur le coup, l'Olympique Lyonnais, mon club, prend un joueur, certes à mon poste, qui a quand même un talent indéniable et savoir s'écraser et jouer la compétition de la manière la plus saine possible et pas foutre le bordel. Non mais là c'est simple pour Lopez, il a qu'une chose à faire, c'est essayer de se remettre au niveau cette saison, faire une saison énorme et après partir. C'est la meilleure chose qu'il a à faire lui-même. Après, s'il veut jouer au con, ne pas se remettre en cause, et ben il ira sur le banc et puis c'est tout. Les soutiens, il ne les a plus dans le vestiaire de toute façon. Donc à part Rémi Vercoute, il ne les a plus. Donc c'est lui qui perdra au change. Après, il peut aussi foutre le bordel, mais je pense que ça ira pas dans sa faveur. Donc s'il veut jouer au con, il jouera au con, mais ça sera lui qui va perdre quoi.
Et J'espère en tout cas qu'on n'en arrivera pas là. Hein. J'espère vraiment oui, qu'on n'en arrivera pas là. oui, mais pour l'instant, normalement, cette saison, il va être titulaire. Il va être jusqu'à la fin. Et si Onana arrive, Onana, peut-être que prendra là éventuellement des coupes et peut-être même la Coupe d'Europe, si on est encore en Coupe d'Europe. Je le vois mal être titulaire après Onana, ou alors à moins qu'il y ait une blessure ou voire d'autres problèmes. Mais je pense que Lopez fera la saison titulaire. Mais l'année prochaine, direct pour moi, c'est où tu arrives à faire en sorte qu'il parte, ce qui pour moi sera très difficile, ou alors il restera deux et puis il se la fermera, quoi. Parce qu'il n'y On aura pas verra le bien. choix, c'est tout. Bon, Paul et Quentin qui sont avec nous dans le Oui. space, on ne vous a toujours Ouais, pas bonsoir. entendu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le match ou bien sûr Anthony Lopez? Ouais, sur Anthony Lopez, ouais, pourquoi pas en vrai. Vas-y. Moi, on lui a quand même donné quand même pas mal sa chance. Il me semble depuis le départ de Memphis, c'est peut-être le plus gros salaire du club, au moins dans le top 3. Sachant que pour son amour du club, sachant qu'il se fait encore commence à être un peu plus vieux, il peut dire voilà, c'est la relève, c'est mon club, je vais le former pour que Lyon aille le plus loin possible, quoi. Enfin, moi, je le verrais comme ça. Lopez, il n'a pas à s'écraser. Lyon lui a donné sa chance. Et après, pour un départ, oui, ce serait compliqué. On ne l'entend pas très bien. Ouais. Non, Je crois qu'on t'a perdu, Quentin, malheureusement. Ah, pardon. Ah, Ça- oui, c'est ça des coupe petites légèrement, fautes de ouais. connexion. Je sais pas, Paul, si tu veux réagir sur le cas Lopez, toi, si tu as, un truc à dire de plus par rapport à nous sur le cas Lopez par rapport à la saison qui s'annonce et l'arrivée potentielle d'André Onana. Non, je pense que. Déjà, bonjour à tous. Non, je Bonjour. pense que vous avez bien. Oui, je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, on t'entend. Oui, donc non, je pense que vous avez bien résumé la situation. Soit ça va bien se passer, et soit il a une bonne mentalité, ou soit ça va mal se passer. Bon, pour l'instant, moi, je pencherais plus pour la deuxième option. J'ai peur que ça se passe un peu mal avec son ego, etc. Par rapport aux supporters, on sait aussi, parce qu'on sait qu'il est proche des supporters. Moi, c'est ça mon inquiétude, ma plus grande inquiétude. Et quand on sait des fois les supporters, surtout les bad guns, bon, sans méchanceté, on sait un peu comment ils sont avec Lopez, etc. C'est un peu leur chouchou, donc j'espère à ce niveau-là aussi que ça va bien se passer, quoi. Qu'il n'y aura pas On verra bien. voilà, des problèmes à ce Bon, on niveau-là. a Schizo sur le hashtag qui est fâché, visiblement, qu'on parle de Lopez depuis 15 minutes. Bon, à vrai dire, je le comprends. Il dit que est-ce que Lopez, c'est votre plus gros problème là? Bon, donc du coup, je propose qu'on passe à un sujet suivant, donc qui est la défense. Alors, qu'avez-vous pensé de la défense ce soir, ou bien de manière plus générale, comment vous voyez la défense pour ce début de saison déjà? Je crois que Olimas avait déjà soulevé le problème tout à l'heure, mais le principal problème, bon, c'est malheureusement on n'y peut rien, mais Jason, comme il a fait l'Euro, on n'a pas pu avoir une préparation complète avec lui. Celui qu'on a vu le plus, c'est Marcelo. Et au moins, on est sûr. Et on aimerait ne plus le voir. On est sûr que là, on aimerait ne plus le voir. Non, mais on a parlé de Pépé, 58 ans, mais voilà, on a Marcelo, 72 ans quand même. Il est plus jeune en âge que Pépé. C'est que Pépé, il aura toujours, t'as l'impression qu'il va toujours être un peu à la rue, mais il va toujours gagner son duel. Marcelo, t'as l'impression qu'il est toujours. On a été coupé, je crois. Oui, donc c'est. Ah, pardon. Oui, donc tu disais, Limas. Non, j'ai dit juste que Marcelo, c'est l'inverse, quoi. Il est à la rue, il est vraiment à la rue, quoi. Voilà, quoi. C'est triste à voir, hein, mais c'est vraiment. Surtout Pépé, on parle d'un joueur quand même qui a remporté plusieurs Ligues des Champions, qui est champion d'Europe avec le Portugal. Marcelo, il n'y a pas de comparaison du tout. Je ne sais pas s'il a une sélection, Marcelo, non? Parce que des fois, les Brésiliens ont toujours une sélection pour. Non, je pense pas avoir vu qu'il avait des sélections. Je pense même pas. Je pense pas. Ouais. Après, moi, ce qui m'inquiète encore plus que Marcelo, je dirais, c'est Diomandé. Après, ça m'étonne moins. Enfin, non, je sais même pas si ça m'étonne. D'ailleurs, j'ai une question sur Diomandé, les gars. Est-ce que c'était un joueur qui était prévu de base pour faire les Jeux Olympiques avec la Côte d'Ivoire? J'en sais rien du tout. Il devait être dans les possibles, mais je pense pas que. Peut-être qu'il y a eu une discussion avec l'OL
Parce Et que, ça a été parce que refusé. mentalement, Enfin. moi, je le c'est trouve un vraiment. petit peu à la rue. En fait, c'est même pas en termes de joueur, parce qu'on sait qu'il a le potentiel, on l'a vu l'année dernière, mais c'est mentalement, il a l'air Ouais. j'ai l'impression qu'il y a un problème avec lui qui est autre que football. Alors après, peut-être que je m'avance, mais j'ai vraiment pas l'impression que que l'homme, en tout cas, plus que le joueur, soit vraiment concerné, concentré pour l'instant par ce début de saison. Il fait des erreurs assez importantes quand même pour un joueur sur lequel on est censé compter pour, on va dire, l'avenir, mais surtout aussi le présent, parce qu'on aimerait qu'il puisse prendre la place de Marcelo et qu'on soit un petit peu tranquille sur ce niveau-là. Mais c'est vrai que la défense centrale, c'est un chantier. Moi, je pensais qu'on n'allait pas devoir l'aborder, en tout cas au vu des profils, puisqu'on va parler des latéraux après. Mais là, ça fait quand même assez peur de se dire que Loukeba, c'est celui qui s'impose dans cette préparation. Alors que je ne sais même pas s'il a 18 ans. Si, peut-être, je sais pas. Oulimas, toi, tu es un expert de l'académie. Normalement, il a 18 ans, oui. J'ai pas. Mais oui, enfin, il a aucun match pro, donc c'est évident. Oui, il a 18 ans. Il va Oui. avoir 19 dans quelques mois. En décembre. Mais effectivement, c'est notre. Enfin, aujourd'hui, c'est notre meilleur joueur en défense centrale, quoi. C'est ce qui est Alors, un peu inquiétant, quoi. l'autre joueur que j'ai bien aimé sur cette prépa, c'était Damien Da Silva. La surprise un petit peu, je dirais. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Donc je l'ai trouvé, bon, certes c'était sur les premiers matchs quand personne n'est encore prêt physiquement, peut-être que lui il était mieux préparé que les autres, j'en sais rien. Mais en tout cas ce qu'il a montré, il était assez intéressant. Aujourd'hui quand je compare son apport à celui de Marcelo, je suis, euh, je suis largement plus rassuré en présence de Da Silva que de Marcelo. Pour revenir sur Diomandé pour l'avoir suivi un petit peu en réserve sa première saison, c'était un petit peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit, euh, on le voit parfois faire des séries de matchs incroyables, on le voit ensuite faire des séries de matchs catastrophiques. Donc il a besoin de retrouver cette régularité, d'apprendre à être plus régulier. Donc, mais enfin comment dire, c'est normal. Ceux qui connaissent bien Diomandé savent que c'est normal qu'il lui arrive ça. J'espère vraiment qu'il saura se relever la tête Bah, et s'en sortir. Bah là, clairement, il a perdu des points, enfin, sur cette Bah ouais, préparation. Après, ouais, tu sais pas ce qui peut se passer dans une saison, hein. bien sûr. Et t'as un Denayer qui revient, donc dans l'absolu, qu'est-ce que tu vas faire contre Brest? Est-ce que tu retentes Marcelo? Est-ce que tu te dis que Denayer va jouer et tu mets Loukeba, ou est-ce que tu mets Damien Silva? Je pense que demander pour l'instant derrière, mais on va Est-ce avoir que pas mal de matchs qui vont s'enchaîner. Est-ce que Il y a Luque da Silva, ce serait pas peut-être une bonne option? Après, au final, c'est le coach qui voit les entraînements, comment ça s'est passé. Mais sur les performances strictement Ouais, individuelles sur la prépa, je pense que ce sont les deux noms qui ressortent le plus, hein, qui ont le plus de j'ai chance, Après, je dirais. on parlait du vestiaire lyonnais et sa capacité à pouvoir et à réussir à foutre en l'air un coach quand ça va. Je suis pas sûr que mettre C'est que les vestiaires, Marcelo ça. sur le banc pour Ah la bah ça première c'est. journée, quand on connaît le joueur et comment on sait comment il a pu réagir par le passé sur certains points, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Après, bien évidemment, en termes de joueur intrinsèquement, il n'y a rien à dire, il a rien à faire là, mais il a quand même été là sur tous les matchs de prépa. Euh, Ça me semblerait bizarre qu'il soit mis sur le banc la semaine prochaine. Moi, à Ouais. partir du moment où Juninho ne défendra pas, par exemple, Marcelo parce qu'il est brésilien, comme je sais pas, il y a des gens qui l'accusent de faire ça, de trop défendre les Brésiliens. Donc, à partir du moment où Juninho ne fait pas ça, je pense que le coach il peut facilement le mettre sur le banc et ne pas trop se soucier de ses Oui, états puis au bout d'âme, d'un moment, il y a le etc., de ses niveau aussi, hein. réactions. Bah, bien sûr, justement, c'est parce qu'il Et y a le le niveau. niveau, il te met sur le Nous, banc, hein, c'est tout, hein. on veut pas mettre Marcelo sur le banc pas parce que voilà, pas parce qu'il est brésilien ou parce qu'il est grand ou parce qu'il est lent, c'est parce que au final le rendement défensif il est insuffisant. Tout simplement, c'est parce que les erreurs, la concentration, la lenteur, la compatibilité avec les systèmes de jeu, elle est insuffisante. C'est ça, hein, c'est purement le niveau football qui nous dérange. Et si un jour il retrouve une bonne forme, comme il était peut-être un petit peu la saison passée, bah il est le bienvenu. Hein, s'il est plus performant que les autres, nous c'est ça qui nous intéresse et qui Non, devrait intéresser le coach et Juninho. non, puis là, le problème, c'est que comme on joue avec Boss, je veux dire, Marcelo, on l'a vu, là, il y a une de ses relances qui se transforme en but directement. Je veux dire, c'est juste pas possible. Absolument. Si en plus physiquement il est à la rue, je veux dire, c'est un boulet terrible pour l'équipe. Et tu peux pas jouer comme ça. Il y a beaucoup de, et on va, surtout qu'on va jouer assez haut, donc bon,
le dos de Marcelo, enfin c'est une catastrophe. Après, il peut y avoir une éventualité pour Brest, excuse-moi Limas de te couper, mais comme on vend Jean Lucas, vraisemblablement il sera pas là pour Brest, je trouve que le milieu sera beaucoup trop fragile pour un match de Ligue 1. Peut-être qu'on peut, sur ce match-là, si on l'a travaillé à l'entraînement, toujours, essayer une défense à 3 avec Loukeba, De Nayer et Marcelo ou Da Silva, j'en sais rien. Et puis, comme ça permettra aussi, on va parler de ce sujet-là bien évidemment, mais de mettre nos magnifiques latéraux dans des dispositions où on leur demandera un peu moins de défendre. Et ça correspondra peut-être un peu plus à l'effectif qu'on pourra mettre en place contre Brest, même si Dylan me dit que Brest est très nul. Je l'entends bien, mais quand même, moi, ça m'a fait un petit peu peur de voir Habib Keïta ce soir avec autant de responsabilités, alors que c'est un joueur qu'on attendait même pas dans la rotation, on va dire, au début de la saison. Là, il va se retrouver avec ceux qui sont aux Jeux Olympiques, ceux qui reviennent de vacances et ceux qui partent en position d'être limite titulaire sur ce début de saison. C'est bien possible qu'il soit titulaire contre Brest. Vu l'état actuel de l'effectif. C'est possible parce que Thiago Mendes, on a compris, est en dehors du groupe. Kefren en a pour encore 4 mois. Peut-être que Paqueta, vu qu'il revient aujourd'hui, enfin qu'il est revenu, c'est possible aussi qu'il fasse un truc express. C'est possible qu'il soit là aussi contre Brest et ça te change l'équipe d'une façon incroyable, même à 50%. Quoi. Et là, il se blesse contre Brest parce qu'il n'est pas prêt physiquement et on se regarde. Oui, mais ça, c'est au club aussi de... tu prends aussi des trucs. Après, si tu veux, tu commences avec Keita, quoi. Bon, moi, ce que je propose maintenant, c'est de relancer un petit peu nos chers tweetos qui nous suivent et qui nous écoutent. Si quelqu'un a envie d'intervenir, n'hésitez surtout pas à demander d'intervenir. Si votre demande n'est pas, si vous ne recevez aucune réponse à votre demande, parfois Twitter bug et n'envoie pas les demandes, donc elles ne sont pas visibles à la personne qui gère le compte et le space. Donc n'hésitez pas à demander sur le hashtag et participer évidemment sur le hashtag GoneSpace. Posez vos questions, vos avis pour qu'on puisse les discuter, pour rendre cette discussion encore plus riche et plus intéressante. Juste pour finir, Yaman. Oui. Il y a juste sur la défense, une chose est quasiment sûre, il n'y aura pas de recrue en défense, à moins d'un départ express, à moins que en défense centrale. Oui, en défense centrale, je parle. Oui. On a beaucoup de joueurs, je vois pas nouvelle recruter là-dessus. Donc il va falloir faire avec ce qu'on a. Et pareil sur les latéraux, à moins qu'à gauche on décide de recruter, ce qui est possible. Mais là aussi, il faut de l'argent, il faut trouver le bon latéral. Il faut des départs aussi. Je pense que le mercato va vraiment s'enclencher dans les 3 dernières semaines côté OL. De toute façon, je me rappelle quand on avait joué Arsenal en amical il y a quelques années, où on avait pris une grosse valise. Je crois qu'on avait recruté 3-4 joueurs d'un coup après. C'était n'importe quoi d'ailleurs. C'était assez longtemps ça, c'était 2014-2015 je pense. C'était Jensen arrière-gauche. Voilà exactement, quand Grenier aussi se blesse et perd son quadriceps. Si voilà. Et on avait 5 recrues ensuite. En bref, c'était fou. Je pense pas que ce sera ça maintenant, mais en tout cas, il va y avoir des recrues. Il en faut, c'est obligé, quoi. Bon, alors juste un rappel pour ceux qui viennent d'arriver, le Gunspace sera disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube d'Inside Guns, donc n'hésitez pas à passer après le space pour écouter si vous avez besoin si vous avez envie d'écouter ces discussions extrêmement d'écouter Yaman intéressantes. Avant de dormir. Moi je conseille ça à tout le monde. Si vous voulez écouter mes berceuses. Surtout que là, on va bientôt attaquer le milieu de terrain, j'imagine, donc ce sera la partie la plus intéressante pour ma part, vous le savez. Donc, sur les latéraux, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce que nos nouveaux intervenants, Léo et Centro, ont quelque chose à rajouter sur ces sujets-là, sur la défense ou les latéraux? Non, mais après, sur les latéraux, Cornet, on sait que défensivement, c'est très compliqué, mais offensivement, il était quand même plutôt bon aujourd'hui. Enfin, il fait 3 Il a apporté, quoi. Oui, effectivement. Il est apparu en confiance aujourd'hui, je trouve. Assez bizarrement, il a une qualité de centre qu'il n'avait jamais eu avant aujourd'hui. Donc, si on passe avec une défense à 3 et que ça libère des tâches défensives, en attendant une recrue, ça peut... c'est le moins mauvais, on va dire, avec vu qu'Enrique a l'air vraiment
Est-ce que c'est du travail à l'entraînement qui a fait que ces centres sont améliorés, ou bien sont les appels qui sont meilleurs, parce qu'on sait aussi que bon, l'année dernière ces centres c'était pas Après, fameux, mais les appels c'est non plus. principalement des centres à terre. Hein. Je crois pas que ce soit les plus difficiles. Enfin, on a bien vu encore, même quand Dubois est rentré, ça a été la même chose de l'autre côté. C'est des centres en hauteur qui est quand même très difficile. Ouais. Le seul qui a réussi ça, les matchs amicaux, c'est Gusto. Alors que Les c'est même pas autres, sa première qualité. Pour ceux qui voilà, connaissent un peu. et les autres, là, à Cornet, c'est surtout des centres assez forts à terre qui ont bien été repris. C'est Ouais. vrai. Et il y a même eu, je crois que je sais même pas si c'est lui qui fait la passe sur Dembélé quand il fait la transversale, mais je Si, crois que c'est lui aussi. Ouais. Ouais, donc ça aurait pu faire une quatrième aussi. Ouais. Donc effectivement, il y a eu des très bons appels. Et c'est très bien offensivement. Après, bon, le problème c'est un latéral, faut que ça soit qui sache défendre aussi. Absolument. Parce que bon, Cornet qui est impliqué sur 5 buts, dont 3 pour l'OL, c'est bien, mais c'est inquiétant quand même. Le penalty à la première seconde, et puis le but où il était totalement absent, où la défense devait gérer 4 joueurs sur la largeur de la surface, c'était assez compliqué. Donc voilà, on verra comment ça va Mais évoluer dans à ce ce cas-là, ouais, côté-là. la défense à 3 peut avoir. Ça peut avoir du sens, mais est-ce Surtout, qu'on aura le temps de la préparer comme ça en quelques jours avant le match? ouais, surtout avec notre côté droit qui est quand même avec Malo, Malo Gusto qui a été horrible aujourd'hui. Ouais. Vraiment, défensivement, offensivement, il n'a pas apporté grand-chose. Défensivement, il semble vraiment à la ramasse. Moi, ça m'inquiète. Je l'aime Non, il beaucoup. se jette, en fait, il se jette trop. Mais après, c'est Ouais. l'inexpérience aussi. Ouais, et puis il est Bien trop, sûr. je trouve qu'il recule trop. 2-3 fois en première mi-temps, il est à 3-4 mètres de son attaquant. Et c'est Ouais. Cacré qui vient l'aider à l'intérieur. Il y a un autre Il a- problème aussi. Il a du mal à doser. C'est que nos ailiers défendent pas non plus. Donc, je veux dire, les latéraux qui se retrouvent toujours à 1 contre 1, voire à 1 contre 2, c'est ultra problématique à l'OL. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date de quelques années. Et donc, Cambi a pas défendu, Cherki a pas défendu. Donc, Mais peut-être. Surtout si on prend ce que Peter Bosz a indiqué la semaine dernière et les semaines précédentes. Lui, il attend d'abord que ce soit un pressing collectif et un travail des attaquants à la récupération. bah, pour l'instant, c'est pas fait. Ce soir, encore une fois, on reconnaît encore quelques comportements très individualistes Ah, bah oui. où on sent que des joueurs ne veulent pas perdre de l'énergie et des capacités physiques à faire un travail qui ne Mais juge pas ça, tu nécessaire. rentres pas en 2 semaines. Hein. Et Non. malheureusement, il y en a qui vont le payer. Et par exemple, il va falloir que Cherki comprenne très rapidement parce que s'il le comprend pas, il sera pas titulaire le deuxième match. Peut-être qu'il sera titulaire contre Brest, mais après, ça va être très rapide pour lui. Hein. C'est un jeune, donc un jeune, si ça comprend pas rapidement, il va vite sur le banc. Hein. C'est pas pareil qu'un cadre. Surtout Donc, si on fait un attaquant. Surtout voilà. si on fait un attaquant. Parce et pourtant, parce qu'on parle d'un offensivement, il attaquant, apporte. Hein. Offensivement, il va apporter, même s'il y a du déchet, il va apporter parce que c'est un des mecs qui est capable d'apporter dans l'équipe. Mais si défensivement, il n'est pas capable de faire quelque chose, ça va être très compliqué pour lui. Et Bosz va lui rappeler sans cesse. Et au bout d'un moment, il lui rappellera plus, il le mettra sur le banc. Quoi. Après, au-delà de ça, pour Gusto, peut-être que le fait de ne pas avoir eu Jean-Lucas qui était de son côté sur les autres matchs de préparation, ça a pu jouer aussi. Ouais, bien sûr, quand ton Peut-être que ailier ne Jean-Lucas défend défendait un pas, peu mieux. quand ton ailier ne défend pas, quand ton milieu n'est pas au point non plus, voilà, forcément tu vas être sollicité de manière beaucoup plus difficile à contrer. Je rappelle que la seule fois où l'OL a défendu directement avec ses ailiers, c'est on a été champion d'automne, quoi. Ça a duré 2 mois, quoi. Non, mais Voilà. c'est la vérité, ça a duré 2 mois. C'est la seule fois où Cartego et Cambi et Kadewere défendaient. Et l'OL a été plus constant défensivement. Il n'y a pas de secret, quoi. Ouais, mais Malo a une grosse marge de progression pour. Ah, mais ça, c'est une évidence. Défense individuelle. En individuel, c'est une évidence. Mais malheureusement, je pense que Dubois va vite reprendre la place. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Parce que ça reste un cadre du vestiaire et que forcément. Après, ça ne veut pas dire que Gusto n'aura pas sa chance. Hein. Non. Il va l'avoir. D'ailleurs, en parlant il aura ses minutes. de Dubois, il y a Foot Mercato qui a publié un article, je ne sais pas si on en a parlé précédemment quand Oui, je n'étais pas là, mais capitaine, non, c'est ça. comme quoi il serait capitaine de l'OL. Ouais, ça c'est pas étonnant. Moi j'ai vu plein de monde s'offusquer. Moi c'est pas étonnant, c'est un cadre, c'est un mec qui a déjà été capitaine. Après, est-ce que c'est fallait pas croire réaliste? qu'il serait pas Enfin, titulaire. est-ce que c'est réaliste de croire que ça a déjà été décidé et arrêté, alors que Dubois, je l'ai pas trop vu porter le brassard hein, pendant la prépa, sauf si ma Non, mais là, mémoire me trahit un ce peu. soir, Comment? Il a pris quand il est rentré. Oui, Ouais. donc bon, on verra Et bien. puis qui d'autre va le porter là? Voilà, c'est ça. Qui d'autre? Il y a personne. Bah, hein. Il y avait Oussem, ça m'étonne qu'il ait pas. Bah, beaucoup faut porté, voir mais- si Oussem reste, ça peut être lui, ça peut être bon Dembélé, j'ai du mal à y croire, Toko, je sais pas.
Avec Bon, bref. Cacré aussi qui l'apportait. En tout cas, c'est un casse-tête. Et ce qui est sûr, c'est que comme à l'époque Silvino, il n'y a pas un capitaine indiscutable qui se dégage avec les données d'aujourd'hui. Bien que, bah, avec à l'époque Silvino, Et 3 mois puis, plus tard, on savait que c'était Memphis qui devait l'avoir. et puis C'était quoi qu'on devenu une en dise, évidence. il manque aussi terriblement d'un vrai leader dans cette équipe parce que Notre d'un vrai vrai leader, leader qui c'est soit. Marcelo, c'est inquiétant. Ouais, mais voilà, mais d'un vrai leader qui soit performant. Le problème, c'est que Ouais. quand ton leader il est à la rue, un de tes leaders de vestiaire il est à la rue, c'est difficile. Ouais. Et si t'as pas de leader dans une équipe, ça devient très difficile pour les jeunes notamment, parce que ça montre la voie. Et là, Bah, je veux dire, c'est très Pour, problématique. Là. pour moi, le leader qui pourrait se dégager, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais par rapport à son positionnement, déjà par rapport à son intégration avec nous, et par sa place qu'il a rien qu'aux Jeux Olympiques, c'est Bruno Guimaraes, qui pour moi a tout d'un futur capitaine, d'un leader. Mm. Alors évidemment, c'est pas encore un joueur parfait, il a encore quelques lacunes, Ouais. mais je pense que c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer et le responsabiliser sans que ça... Et il peut s'imposer dans un vestiaire en tant que leader. Est-ce qu'il a la Euh, personnalité d'un leader, tu penses? Est-ce qu'il a pour vraiment moi, oui, le clairement. caractère, la Il était grande capitaine, gueule comme je crois. ça d'un capitaine La manière dont il a parlé par rapport à... Moi, je me base sur sa sélection. Alors après, il y a peut-être des intervenants qui seront plus spécialistes de la sélection U23 brésilienne, mais c'est un joueur qui, dans cette sélection, s'est toujours imposé en tant que leader. Rien que pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qu'il avait mis euh, dès le début en disant qu'il voulait participer. C'est quand déjà tu as quelqu'un qui se responsabilise autant et qui prend autant sur ses épaules avec son pays, ça montre qu'en club, c'est pas un joueur qui va se cacher pour prendre ses responsabilités. Personnellement, c'est, enfin, mon avis de Bruno Guimaraes, je vois un joueur qui est capable d'assumer et de prendre des responsabilités. Alors après, il y a différentes personnalités de leader. Un leader, c'est pas forcément celui qui va en permanence crier dans le vestiaire, pardon, et vouloir s'imposer par entre guillemets la peur. D'ailleurs, Memphis était un leader qui était un peu comme ça. Enfin, justement, Oui, pas comme ça, je pense. un mais peu c'est quand même, Un un peu peu quand qui même. gueule dans le vestiaire. Enfin, qui gueule dans le vestiaire, peut-être pas, je sais pas, mais qui savait un petit peu remobiliser au moins le noyau proche de joueurs qui étaient autour de lui. Memphis, il Enfin, avait l'image d'un joueur star déjà. Donc, voilà. au-delà Ouais. par ça, tu le respectes quand même. Mais il était impliqué, voilà, Ouais, il mais a de quand la tu parlais par la crédibilité. peur, etc., tu sais, ça faisait penser un peu à Marcelo qui va gueuler partout. Alors, je pense que Memphis était plus raisonné que ça. Enfin, c'est l'image que j'avais de lui. Non, mais c'est à l'instar de l'équipe de France de football. Je veux dire, quand on prend le capitaine Hugo Lloris, c'est pas le joueur qui fait le plus peur. Les vrais leaders de vestiaire vont être Varane et Pogba si on compare. Pour le rôle de capitaine, c'est quelque chose de différent. Et je pense que Bruno Guimaraes peut être un relais assez important. Léo Dubois peut en être aussi un. Mais de toute façon, comme l'a dit Olimas, quand tu veux des leaders de vestiaire, il faut que le joueur soit aussi Faut performant sur le crédible. terrain. Parce que, Voilà, il faut voilà, crédibilité, exactement. Il faut si cette le mec est à la rue, crédibilité. ça sert strictement à rien. Voilà. Bah, un exemple sur le terrain, je pense pas qu'il puisse être capitaine tout de suite, mais Maxence sur le terrain, il est exemplaire presque à chaque match. Aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé. Je sais qu'il y a eu débat aujourd'hui sur son niveau. Moi, je trouve qu'en 6, c'est pas si dégueu que j'ai pu le voir sur Twitter aujourd'hui. Il récupère un nombre de ballons. Après, il a fait des erreurs à la relance, mais bon, elles n'étaient pas que de lui aujourd'hui, les erreurs à la relance. Il a récupéré, il a gratté, il a orienté le jeu. Moi, je ne trouvé pas si dégueu et il est je trouve qu'à chaque fois, même quand il est moins bon, il est exemplaire dans l'attitude. Il est Après, pas c'est si dégueu, intéressant mais pour le souci, c'est que tu te l'enlèves un peu plus haut, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, voilà. Il faut le presser, Il il faut faudrait le le cloner, pousser. en fait. aujourd'hui, c'est le seul qui est potable en 6. C'est parce qu'on a enlevé Thiago Mendes. Habib Keita, on a vu qu'il n'était pas prêt. Et je ne sais pas quelle position il va être mis. Et sans Bruno Guimaraes, pour moi, il n'y a que Cacré qui peut jouer 6. Ou Cacré en alors, il 6, faut jouer pour en moi, double pivot, alors. c'est totalement un joueur par défaut dans un 6, en 6, disons dans un 4-3-3. Pour moi, aujourd'hui, dans l'effectif actuel de l'OL, parmi les joueurs disponibles et qui ont fait la prépa, on n'a pas de 6. Cacré, moi, j'étais curieux de voir ce qu'il allait donner en 6 parce qu'on sait que défensivement, il est assez impliqué, il est actif, il sait intervenir, il sait redistribuer le jeu. Mais ce que je constate depuis le début de la prépa, c'est qu'à chaque match, il y a une erreur, une grosse erreur qui nous coûte quelque chose. Bon, franchement, moi j'aime beaucoup Maxence Cacré et j'ai pas du tout envie
de lui faire perdre la confiance ou bien de le mettre dans de mauvaises dispositions. Son apport en 8 à tendance défensive est beaucoup plus important que son apport en 6 pur devant la défense. Je pense que voilà. Et le débat ouais. sera réglé quand Bruno va revenir. Ouais, voilà. c'est ça. C'est pour ça que pour moi aussi le débat, et encore, il ne sera même pas forcément réglé quand Bruno va revenir, parce que quand on regarde l'effectif, je trouve pas que l'effectif lyonnais soit bâti actuellement pour être performant en 4-3-3, parce que Bruno, c'est C'est pareil. pas un 6 pur non plus, même s'il sait gérer le rôle. C'est pas un 6 pur. C'est pas un 6 pur. Et moi, je pense que le duo Cacré-Guimarães sera beaucoup plus performant si les deux jouent dans un dispositif où ils sont à la même hauteur et chacun coulisse et peut, on va dire, combiner avec l'autre, avec un Paqueta un peu plus haut. Après, ça pose la question du rôle de Wissam Aouar dans ce dispositif-là. Mais encore une fois, Wissam Aouar n'était pas prévu, voilà. prévu, on va dire, dans les plans de base. C'est clair. Mais quand on regarde aujourd'hui les qualités de l'effectif lyonnais, je vais reparler de ma défense à 3, mais je pense que l'effectif lyonnais est plus bâti pour avoir une défense à 3. Maxence et Bruno comme ça au milieu de terrain, avec des pistons, et on va dire peut-être Paqueta, Dembélé, avec pourquoi pas une recrue en attaque. Mais du coup, pourquoi on l'a pas vu de la prépa presque Enfin, Mais ce Peter Bosch, il me semble qu'il l'a déjà pratiqué. Bosch a dit qu'a priori, il voulait d'abord mettre en confiance les joueurs dans ce système-là. Et après partir sur autre chose, si j'ai bien compris. Ouais, c'était dans la il période avait de Penaud, ça. Qu'il a dit voilà, ça. Et je pense que c'est surtout ça. Et un 4-3-3, tu peux largement le mettre tu peux largement en revenir à une défense à 5. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, une défense à 5, tu peux le transformer en 4-3-3 en situation offensive. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent se passer. Surtout On verra avec bien un pour la corner suite. qui peut jouer un petit peu latéral, un petit peu se transformer en pivot. On sait que ouais, ça pourrait se faire un peu comme ça. Par contre, pour Guimarães, alors moi je le vois plus en 6 dans un 4-3-3 en tout cas que Cacré, beaucoup beaucoup plus. Et par contre, avec une défense à 3, on a vu en début de saison dernière que ça collait pas forcément, parce qu'il aime bien être chargé de la première relance, et quand tu as déjà 3 défenseurs centraux, c'est un peu compliqué. Ouais, mais est-ce que avec ce nouveau coach, il n'y a pas possibilité aussi qu'il s'adapte aussi et peut-être qu'il s'y retrouve mieux. Une défense à 3 avec Garcia, c'est quand même pas la même chose qu'avec. Et puis il faut que les défenseurs soient en capacité. De toute façon, là où Guimarães doit s'améliorer, c'est aussi sur son, on va dire, c'est tactiquement par rapport au jeu européen, parce qu'on sait très bien qu'au Brésil, c'est un jeu qui on va dire, met plus en valeur les qualités individuelles. Intrinsèquement, nous on a notre Bosch inside Gons Hugo qui pouvait suivre à l'époque Bruno parce qu'il vivait au Brésil. Il nous a toujours confirmé que c'était un joueur qui était beaucoup plus à l'aise à 2 au milieu, dans cette capacité à pouvoir, on va dire, très 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 polyvalent dans son utilisation, et par rapport à son rôle de cadre, comme j'avançais tout à l'heure, il me confirme en tout cas que c'était un cadre en club. Alors je suis incapable de bien prononcer l'Athletic Paranaense ou je sais pas trop quoi, excusez-moi pour tous les Portugais, mais en tout cas c'est un vrai leader, que ce soit dans l'équipe du Brésil, et je pense qu'à Lyon c'est un joueur, si on arrive à s'appuyer sur ce trio-là, Paqueta, de toute façon c'est l'idée, Paqueta, Guimarães, Cacré, derrière, ça doit être ta force principale de toute façon. Et le but, c'est notre force principale. Et le but, c'est que tes 3 milieux perdent le moins possible de ballons, quoi. Ouais. Pour que derrière tu sois moins en danger, quoi. Mais voilà. Absolument. Après 4-2-3-1 ou 4-3-3, je pense que bon, si on parle vraiment pas d'une défense à 3, si on parle de 4-2-3-1 vs 4-3-3, il y aura pas de grande différence puisque les deux rôles plus reculés seront à Cacré et Guimarães, et le troisième sera probablement à Paqueta. Tout ça, évidemment, si on suppose, si on exclut Wissam Aouar de l'équation. Après aujourd'hui, avec les milieux qu'on a, donc si on veut T'as pas un avis sur Aouar, on y arrivera. Mais je veux dire que là, si on énumère un petit peu les milieux qu'on a, donc tout à l'heure, Olas nous a fait un compte, il nous a dit qu'il y avait 6 milieux. Donc, Jean-Lucas qui va partir, Thiago Mendes qui va probablement partir, et puis les 4 autres qui sont Oussem, Paqueta, Cacré et Bruno Guimarães. Donc, ce qui exclut totalement Habib Keita et Flo da Silva. Et JRA Reine Adelaide qui sera pas là avant plusieurs mois. Donc parmi ces 6 là, si on en vend 4, qu'est-ce qui nous reste comme option? Est-ce que pour jouer à 3 au milieu, est-ce que ça devient pas un petit peu short
de rester à 4 milieux ou encore même d'imaginer qu'on va vendre en plus Oussama Aouar. À mon avis, ça sera. Non, mais il y aura des Voilà. recrues. Il y aura des recrues, mais au-delà de Déjà, ça, arrêtez de croire à des tweets de Jean-Michel Aulas. Oui, c'est ça. Oui, non, bien ouais. sûr, bien sûr. au-delà Mais de bon, ça, Vous n'avez pas trouvé bizarre qu'ils disent qu'il y en ait 2 de trop sur 6 alors que ça double juste notre milieu de terrain d'en avoir 6? Comment on peut dire qu'il y en a 2 de trop dans cela? Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Son tweet, il est bizarre. Non, je pense qu'il parle surtout de Jean Lucas et de Thiago Mendes. Parce qu'il que prend c'est pas les plus des jeunes, proches d'être vendus. Et après, je pense que c'est fort possible qu'en fin de mercato, tu aies une recrue en plus, un joueur en plus, ou alors, ça dépend si du champ de tactique. Ou alors, éventuellement, pourquoi pas reculer Cherki dans un Voilà, rôle c'est ça. parce que là, prenons-les au cas par cas. Supposons que l'on vende Thiago Mendes et qu'il nous reste plus de 6 autres que Bruno Guimaraes. D'accord? Demain, Bruno Guimaraes, il connaît une baisse de forme, il est suspendu, il est blessé, il est fatigué en cours de match, il a besoin d'être remplacé. Qu'est-ce qu'on fait? Ce On a sera besoin- Cacré. Ça sera 4. Est-ce que ça a l'air d'être viable, là, vous pensez? Olima, c'est un très bon son. Ouais, je pense que je peux te dire environ 30 secondes sur un terrain. Et après, non, c'est mais tu sais, c'est les 30 dernières secondes. Virage chute, il rentre, C'est les il y 30 va. dernières secondes, tu vois, il faut Olimas- mettre l'attaque, il faut casser une jambe, voilà, c'est bon. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Olimas, ton CV lundi sur la table de Peter Boss. Non, mais en espérant que ça vrai, se passe. en vrai, on dit est-ce que ça peut être viable, mais est-ce que tu peux avoir une recrue, comment dire, aussi fort que ça en remplacement d'un Bruno Guimaraes? Enfin, je veux dire, en deuxième option, c'est compliqué, hein. À mon avis, c'est une nécessité. Si on arrive à trouver un coup à l'image c'est de Damien compliqué, Da quoi. Silva, etc., c'est compliqué, bien sûr, mais il va falloir le faire absolument. Et encore, Ou alors attends, tu prends quelqu'un dans l'optique de te dire, on le prend pour le former un petit peu, un espoir, et de se dire, bon, Bruno Guimaraes, il reste quoi, 1 an, 2 ans, et puis ciao, quoi. ouais, Mais bah par bon, contre, là moi, tu je pense dis, que Ouais. la possibilité de voir Cherki au milieu de terrain, elle n'est pas du tout à exclure. Pour l'instant, on n'a pas Oula. grand monde devant. On n'a pas grand monde devant. Oh, non, mais si on prend un 4-2-3-1, il peut tout à fait jouer 10. Je crois qu'il est formé là de base. Et en plus, quand on voit ce que fait Bosch, qui aime souvent mettre à l'Ajax, il avait 3-10, je crois, à la base. Il avait mis Ziyech aussi au milieu. Et si on prend vraiment un grand attaquant comme il le veut, polyvalent, etc., il y a peut-être moyen, dans certains matchs, de voir Cherki en 10. Bon, tu sais que 10, c'est pas, à mon avis, c'est pas le poste problématique parce que de toute façon, on n'a pas Keita qui est là et là, aujourd'hui, on a même Aouar qui est là. Donc, à mon avis, c'est le moins problématique parmi les postes offensifs. C'est surtout, le Ce sera poste Cacré, de 6, 8. Donc, voilà, ça sera Cacré, tu me dis, très bien, Cacré, mais si Cacré recule, voilà, et on a besoin d'un deuxième milieu pour compléter. Aujourd'hui, avec toutes ces ventes-là, il faut absolument recruter. À mon Non, avis, mais c'est si inévitable. dans l'absolu, tu as Bruno, Maxence, Paqueta et Aouar, Mhm. tu auras besoin d'un 5e mec, en plus d'un jeune. Voilà, parce que s'il y a 2 départs, tu auras besoin d'un 5e. Il y aura un 5e mec. Moi, je vois pas Et si- Bosch et Johnny ne pas prendre un 5e. Et même Et si tu avec vends- Moi, ça m'étonnerait qu'on en Tout prenne un, ça vu- est corrélé au Et départ. si tu vends Aouar, il faudra prendre au 2 mecs. départ ou non de Mais si Mendes. tu Bah, vends dans l'absolu, Aouar, tu il faudra prendras en un deuxième prendre mec. 2. Mais vu tous les manques qu'on a dans l'effectif, je me vois mal prendre un milieu en sachant qu'on a vraiment beaucoup d'autres manques en fait. Et qu'on a a priori pas beaucoup d'argent. Surtout qu'on n'a Oui, pas de mais fric. Ouais. bah, tu prendras un milieu ou en prêt ou un truc, une opération plus facile à faire qui te pose pas de problème dans le vestiaire, mais t'auras pas le choix. Je veux dire, autrement, ce compte-là, tu vends pas Jean Lucas. C'est toujours la même chose. Ou tu vends pas Thiago Mendes. Ouais, mais là, je pense que c'est trop Oui, tard c'est pour les deux. exactement ça. T'as pas le choix. De Je suis toute pas façon, sûr. si Je suis les deux vraiment pas partent, t'es obligé d'avoir au moins Ou alors quelqu'un. t'estimes que Keita Après, va faire le travail dans ce sens-là. Il est pas prêt. Voilà. Il est pas prêt, et puis la crédibilité de ton effectif là-dessus, quoi. Je veux dire, bon, c'est difficile de partir avec lui, et éventuellement même Flo Da Silva, qui a fait plutôt de bonnes préparations. Je Ouais, trouvais, Da dans- Silva, C'est dommage de ne Ouais. pas l'avoir vu aujourd'hui, Flo Da Silva. Voilà, mais et donc c'est ces choses-là, ou alors, je sais pas, tu trouves une autre solution. Là, le problème, c'est quand on n'a pas d'autre milieu défensif. Moi, je vois du. Captain Max qui viendrait rendre service. Ouais, mais alors, Ah bah oui. ça va être Voilà, compliqué, il est quoi. là, il est là notre leader. Il est là. Ouais, mais il fait quoi? Il porte les gourdes, quoi. Et t'espères qu'il porte les gourdes le plus Il en souvent faut possible. toujours. Hein. Ah oui. Parce qu'on va Et pas ben. se mentir, Captain, il est sympa, mais. Quelqu'un l'a vu jouer récemment Ah. avec Grenade? Si, il jouait avec Grenade. Il jouait souvent l'année dernière avec Grenade. Hein. Mais Et c'est un bon. Il jouait plutôt pas trop mal, mais après, bon, le problème, c'est que. C'est pas le même niveau, quoi, non plus, entre Grenade et OL, quoi. J'espère, en tout cas. Bon, alors passons à notre troisième milieu du soir. Donc on a parlé de Keita, on a parlé de Cacré. Qu'avez-vous pensé du match d'Oussama Aouar? Bah, moyen, comme le reste. Bah, comme d'habitude en fait.
J'ai Ouais, trouvé plus en forme, moi, par que la intermittence. saison dernière. Mais après, Oui, est-ce que c'est un il a des exploit? fulgurances, mais Il a des fulgurances dans les passes, c'est mais ça. je sais pas, il a l'impression qu'il est en retard quand même sur Hmm. pas mal d'éléments sur le terrain. T'as l'impression qu'il est en retard. On le voit pas beaucoup. Enfin, moi, je sais pas, tous les matchs de prépa, j'ai l'impression qu'on le voit pas beaucoup. Après, J'ai aussi cette aussi, impression. J'ai ouais, aussi après, cette c'est un peu impression. son type de jeu aussi. Oui. C'est pas un joueur qu'on voit énormément comparé à Cacré ou à Paqueta, par exemple. J'étais Ça Moi, ça me dépend, gêne pas ça dépend de son forcément qu'on le usage. voit pas quand beaucoup. même. Ça me gêne Je pas pense- forcément qu'on le voit pas beaucoup. Moi, si on le voit quelques fois, mais qu'il est décisif, ça pose pas de souci. Hein. Alors, Ouais. justement, on parlait du 6 depuis le début. Est-ce qu'au final, Aouar, il n'a pas été meilleur quand il était un peu plus bas sous Genesio et qu'il a un peu plus de mal depuis que justement il est dans une position plus avancée, on va dire, depuis l'arrivée de Silvino? Est-ce Je que dans le pense double pas. pivot de Genesio, il n'était pas plus intéressant? Non, dans le double pivot de Genesio, c'était un joueur de devoir, c'est dans le sens où voilà, il compensait pour les non-mouvements, les non-déplacements de Ndombele. Au final, on le voyait pas tant que ça parce qu'on faisait Je souvent trouve la qu'on passe le à voyait, 10, on le etc. voyait. On le voyait pas tant que ça, hein, vraiment. Dans les matchs de Ligue 1, je me rappelle, bon, à mon avis, selon mon expertise à moi au sujet de Howard, peut-être que les Hashtag autres, expertise. voilà, hashtag expertise, évidemment, les autres peuvent forcément avoir un autre avis. Ouais, ça a coupé. Ouais. Il y a eu Voilà. T'allais donner Terrible. ton avis sur Oussem, je crois. ouais. On a entendu 12 fois le forcément. C'était en boucle. Est-ce que tu vas nous le donner au bout d'un moment? Ah Ton bah, je sais pas, ça dépend de la modération de Twitter qui a l'air de censurer, de censurer les avis là. Ça me Vas-y, dégoûte un peu. vas-y, Bah, on te laisse. Attends, on va attendre un petit peu quand même C'est vrai, t'as raison. le retour des Les gens parce que internautes, t'as là, dire. oui, les Hashtag, auditeurs Les parce que téléspectateurs. hashtag là bon, expertise avec un grand H. ah bah oui. Oh là 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 là, quelle catastrophe quand même. C'est terrible. Même la modération de Twitter en a marre de moi. Alors que même, j'allais même pas défendre ou faire quoi que ce soit là. On est vraiment en train de parler tactique. Hein. C'est vraiment pas du tout de Ils la prennent juste fixette ou des quoi que ce soit. dispositions, Yaman. Essaye de C'est les un, comprendre. on a Tu- déclenché le mot clé là. Tu as monopolisé tellement de space en fin de saison sur le cas Oussama Aouar que dès que tu prononces le mot Oussama Aouar, il y a direct la modération Twitter qui se met en place et c'est fini. Bon bah c'est terrible. Moi du coup je vais éviter de prononcer son nom, son prénom. Je vais plutôt prononcer ses initiales. Donc désormais c'est HA8. Ça vous va? Vous comprenez? C'est Évite de parfait. mettre un autre H avec, ce serait mieux. Voilà, bref, on va pas s'enterrer. Mais allez, Ouais. vas-y, Yaman. Oui. Bon on attend. Dès qu'on est 100, on reprend. Oula. Ouais. Bah là on est pas très très loin quand même. Ça va. Voilà. Donc c'est bon. Donc tout d'abord on tient à nous excuser auprès de nos auditeurs pour ce bug totalement inattendu. On sait que c'est les vacances, donc Twitter n'a pas forcément envie de s'occuper des spaces et de régler les problèmes. Bref, donc on était sur le cas Oussama Aouar. Évidemment, vous êtes peut-être pas étonné de m'entendre parler de lui. Donc on parlait tactiquement cette fois-ci, vraiment pas de niveau de performance, etc. Donc on avait notre ami Santro qui disait qu'il a trouvé plutôt performant et intéressant dans le cadre de 3-1. Je dis que oui, effectivement, il peut l'être, mais je le préfère quand même dans une animation avec plus de milieu. Oussam, là où je le trouve excellent, c'est dans deux zones du terrain, c'est-à-dire habituellement dans la surface de réparation adverse. La saison passée, c'était assez mauvais, mais d'habitude, il est assez bon dans ces surfaces-là. La dernière passe ou bien le dernier tir, mais aussi vers le rond central quand il s'agit de transition de contre-attaque. C'est dans ce cadre-là qu'on l'a vu faire beaucoup de ces très très bons gestes en Ligue 1, mais aussi dans les grands matchs en Ligue des Champions, quand il faut sortir du pressing, quand il faut aller au contact des joueurs et se sortir, par exemple, voilà, sous pression d'un ou deux joueurs, il arrivait parfaitement à le faire et ensuite à lancer l'attaque, à lancer un attaquant, etc. Donc, ce sont ces deux zones où il est très bon. Faire porter, lui faire porter seul la responsabilité d'un double pivot, même si c'est le rôle le plus avancé, moi, j'ai du mal avec cette idée. J'ai pas trop envie de voir ça. Après, ça peut, dans un usage très particulier, ça peut être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, justement, le Mais fait ouais. qu'il soit capable sous pressing de ressortir, enfin c'est vrai que c'est une de ses qualités de sous pressing, ce que tu dis dans le milieu de terrain, enfin dans le rond central, etc. Est-ce qu'en Ligue 1 et avec la philosophie de Peter Bosz, comme on a vu Craig vraiment galérer à sortir sous pressing, est-ce que Aouar ne serait pas meilleur
que Cacré, en sachant que depuis qu'il est monté d'un cran, il a vraiment du mal, en tout cas en Ligue 1, face à des blocs bas, de performer plus haut. À voir. On a du mal à le voir performer, mais au final, tu te rends compte quand même que niveau statistique, il est là. Tu vois, il fait une saison qui est très très mauvaise. Il fait une saison qui a dégoûté pas mal de supporters et qui a dû le dégoûter lui-même aussi, j'en suis certain. Et au final, tu regardes ses stats, eh bien, il est là au niveau des buts et des passes. Et quand tu perds la machine à stats qui était Memphis Depay, t'as besoin de quelqu'un qui te compense. Donc Paqueta, c'est bien. Il a réussi à faire une saison étonnante au niveau des stats. On s'attendait peut-être pas forcément à ça après ses stats au Milan AC. Mais là, tu as besoin aussi d'autres joueurs pour faire ces stats-là, pour être décisif dans l'autre surface, même si la performance sur le terrain n'est pas toujours comment dire, esthétiquement appréciable. Mais au final, il faut que quelqu'un marque ses buts, il faut que quelqu'un fasse ses passes décisives, il faut que quelqu'un fasse. En Ligue 1, en soi, je sais pas trop, mais enfin au final, enfin si, quand même. Je pense qu'il a dû mettre 7 buts, 3 passes ou 5 passes ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, pour un milieu. Pour Oussem Aouar, pour moi, c'est insuffisant. On est d'accord. Mais au final, dans la transformation de ces minutes en but et en passe, il est quand même là. Et donc le mettre dans un double pivot, pour moi, c'est d'un côté un peu le brider et d'un autre côté priver l'équipe quand même d'un peu de stats. Supposons, bien sûr, qu'il reste là. Parce que ça, c'est encore une hypothèse. C'est à voir. Mais voilà, pour moi, si Oussem Aouar doit jouer, il doit peut-être probablement jouer plus haut que ça. Donc dans un double pivot, moi, je suis pas fan. Mais pour moi, même s'il reste, pour moi, il doit pas jouer titulaire. Je suis désolé. Après, je peux comprendre que le talent est là. Et c'est pas sur le talent qu'on. Après, pour moi, c'est très simple. C'est très simple. Les performances, elles parleront pour lui et pour les autres. S'il est plus performant que les autres, il jouera. S'il est moins performant que les autres joueront. Simplement. Oui, mais je suis désolé. Pour moi, il a trop de retard. Même si tu deviens performant quelques matchs. Là, dans l'optique d'Aouar, c'est que ça fait 1 an qu'il doit partir. Il trouve pas de club parce que lui, ou son entourage a pas l'air très chaud pour certains clubs où ils veulent peut-être plus. L'OL a toujours ouvert la porte à ceux qui veulent partir. Ça, c'est la vérité. Et encore plus avec Juninho, j'espère. J'imagine, pardon. Chaque fois qu'un joueur veut partir, il n'y a pas de souci, il part. Donc là, c'est uniquement la faute d'Aouar. Et effectivement, s'il trouve pas de club et qu'il veut rester, et qu'il doit rester parce qu'il est obligé, et ben il va falloir qu'il fasse beaucoup plus que les autres. Parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté au club. Juninho l'apprécie pas plus que ça, c'est un euphémisme. Il est en retard par rapport à Paqueta qui dans son rôle, qui est dans le même rôle, on va dire, si je schématise. Dans les autres rôles, Guimarães et Cacré, on avance aussi. Donc, pour moi, tu pars en tant que remplaçant et éventuellement si tu joues dans un 4-3-3 avec peut-être un poste d'ailier parce que s'il n'y a pas de recrue ou pas. Mais voilà, pour moi, on part sur ce schéma-là. Après, là, sur ce début de saison, a priori, il va être titulaire. Hein. Puisque Paqueta est pas là, enfin Paqueta va sur le tout début de saison, oui. Guimarães est pas là, donc, et puis ça reste un joueur qui peut t'apporter quoi qu'on en dise. Donc il va être titulaire, je pense, ses premiers matchs. Mais s'il y a une offre, de toute façon, on va pas se mentir, il y a une offre de 20-25 millions, il est plus au club. Ouais, voilà. Mais même avec la vente de Jean-Lucas et Thiago Mendes, tu penses? Parce qu'il faudra le remplacer numériquement dans ce cas-là. Il faudra absolument le remplacer. Ah oui, non, mais là, c'est remplacé, mais non, mais le club ne veut plus, en fait. C'est pas compliqué à dire. Le club ne veut plus. Donc, à partir de là, je veux dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il y aura une recrue, par contre, c'est évident. Tu peux pas partir avec 3 ou 4 joueurs au milieu de terrain. Le club le veut plus, mais évidemment que Bosch l'apprécie bien, non? Ouais, mais il y a des impératifs financiers. Oui, alors, peut-être que lui. Peut-être que Oussem va changer aussi au niveau de son état d'esprit. Peut-être qu'il va être plus impliqué. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Parce que c'est aussi dans son rôle de faire une saison complète et de partir définitivement de l'OL et d'être plus performant. C'est à la fois pour lui parce que il va trouver un meilleur club et aussi pour l'OL pour avoir un meilleur chèque. Hein. On va pas bien comment ça se passer. Vu l'effectif qu'on a, c'est si Aouar reste, je vois mal Bosch s'en passer toute la saison. Enfin, on n'a pas non plus l'avalanche de talent dans l'effectif. Après, moi, je me pose une question pendant qu'on est en train de parler d'Aouar et des concurrents entre guillemets. Est-ce qu'il serait totalement improbable de voir, par exemple, Paqueta prendre une l'aile droite, par exemple, ou bien l'aile gauche, et jouer ce rôle-là de joueur qui est très bon pour conserver la balle, qui est très bon défensivement, qui est très efficace offensivement, et comme ça, peut-être garder Aouar en 8. Est-ce que ça serait totalement délirant? Trop marché au Milan, il me semble. Je pense que ton meilleur joueur, parce que c'est ton meilleur joueur aujourd'hui, si tu prends l'effectif, je pense. Ton meilleur joueur doit être mis dans les meilleures conditions.
Donc Parce pour que moi, je me rappelle il aussi, sera 10. parce que je me rappelle aussi en fin de saison dernière quand Paqueta il jouait beaucoup plus offensif. Ok, il a fait ses stats sur quelques matchs et c'était très très bien, surtout au niveau statistique, mais il a quand même fait des matchs où il était pas top quoi, vraiment pas Oh, très Et très parce qu'il très est haut niveau. meilleur en ouais, but Je sais tu pas. me en dis plus. sévère. T'es Il dur, rate t'es un Donc dur, match, c'est je crois, t'es sur très très les dur. un peu derniers plus, un peu matchs. plus. Mais Oh. peut-être que c'était passager, peut-être que ça veut rien dire. Hein. Il se peut que ce soit totalement anecdotique. C'est un joueur qui est bourré de talent, de qualité, même athlétiquement, même voilà. C'est un joueur qui m'a totalement bluffé, impressionné la saison passée. Hein. Pensez pas que si j'aime bien Oussem, c'est que je vais descendre Paqueta. Mais voilà, je me pose aussi la question, est-ce que ça sera viable de le garder en 10 ou bien peut-être qu'il faudra, pour utiliser toutes les armes qu'on a à notre disposition de la meilleure des manières, peut-être qu'on pourra mettre Oussem en 8 s'il reste et mettre lui sur une aile, surtout en attendant un ailier indiscutable parce que là, pour l'instant, on a Toko. Effectivement, en 9, on a Slimani et Dembélé qui peuvent l'un ou l'autre être titulaires. Et on a encore un point d'interrogation quelque part. Est-ce que ça sera Cherki ou bien ça sera le travailleur Paqueta, J'ai par pas exemple? l'impression qu'on se dirige vers un ailier, moi. Mais après, Si on va jouer en rien n'empêche de 4-3-3, revoir. J'ai pas l'impression. Hein. C'est pas dans les plans du club à l'heure actuelle. Alors ça a été au début de mercato, mais j'ai pas l'impression que oui, ce soit le je cas. parle pas vraiment du point de vue mercato, je parle surtout, tu vois, de point de vue compétition, Ouais. pardon, composition, je veux dire. Bah, Si on est en 4-3-3, si il Cherki faut quand devient même deux ailiers. indispensable, tu resteras en 4-3. Mais s'il est pas indispensable, c'est possible que ça change rapidement. Hein. Voilà, bah là on est en train de transiter justement Ça peut passer en sur les 2 ans, performances ça. des attaquants. Mais ça serait dommage. Ouais. Enfin, moi, juste sur un dernier mot sur Paqueta, en fait, je Mm. trouve qu'avec sa qualité de conservation de balle, de dribble et d'orientation vers l'avant, je trouverais dommage de le mettre sur un côté, alors que dans l'axe, il nous a fait un bien fou la saison dernière. Effectivement, mais voilà, ça peut. Il faudra voir aussi le rôle que lui donne Peter Bosz aussi. Hein. Il Ouais. faut voir comment. Puis il faut qu'il Après, revienne aussi. après, faut pas Il faut oublier qu'il revienne aussi. que quand Paqueta il arrive à l'OL, c'était bon un coup exceptionnel que Juninho avait fait, mais Bien c'était sûr. surtout une opportunité de marché qu'on avait fait en avance, et c'est rare du côté de l'OL. En général, on préfère vendre puis acheter le joueur. Là, on a pris un coup d'avance en pensant que Oussem allait partir pour sûr. Ça s'est pas fait, et je trouve que autant je suis le premier à dire que les joueurs techniques de cette qualité peuvent tous jouer ensemble, mais j'ai quand même l'impression que les profils se marchent un peu dessus, et Paqueta est largement meilleur. Donc, comme l'a très bien dit Olimas, si Oussem veut une place de titulaire, va falloir qu'il se bouge grandement, parce que Aucun doute là-dessus. Hein. Sinon, ça va être sur le banc, et la valeur marchande, bon, tu la flingues déjà comme ça. Mais je trouverais ça dommage de brider Paqueta, qui est ton meilleur joueur à l'heure actuelle, et de le mettre sur un côté, pour mettre en valeur un joueur comme Oussem, qui est beaucoup trop irrégulier dans un match et qui monte trop peu. Donc, je suis pas certain que les deux puissent cohabiter actuellement. Et puis Mais par l'apport contre, ça, je suis de... j'espère, d'accord. Je trouve que sur la meilleure. on parle de cohabitation. En termes Oui, de vas-y. cohabitation, la meilleure période qu'on ait eue l'an passé, c'est octobre, novembre, décembre, et Aouar et Paqueta jouaient ensemble et jouaient plutôt bien. Ouais. Donc, C'est exactement ce que j'allais je suis dire. pas Même si forcément Awar d'accord n'était sur pas la cohabitation. spécialement C'était la performant, meilleure période même d'Aouar si ça et de sautait l'OL. pas aux yeux. C'était pas vraiment la meilleure période d'Awar. Hein. Awar, il avait ses soucis. C'était le début de ses soucis aux adducteurs, son retour du Covid, etc. C'était pas une J'avais très bonne trouvé période Aouar pour lui, pas mais mal. collectivement, ça tournait bien. Mais collectivement, ça tournait bien avec Awar qui était voilà en pointe un petit peu plus haute que Paqueta Ouais, c'est ça. Et ça faisait du bien dans le à milieu à 3. Paqueta d'ailleurs, qui était un peu plus bas. Ouais, qu'on voyait énormément défendre et récupérer des ballons, etc. Bref, en tout cas, je pense que là, on va conclure donc l'arc des milieux de terrain. Donc, ce qui va se passer, je pense qu'on va on va remercier nos intervenants. On va en accueillir peut-être de nouveau, donc n'hésitez pas à proposer, à demander à prendre la parole. Merci Et à on vous. va, Merci. merci beaucoup. Un Et on plaisir. va se diriger donc pour les 15 dernières minutes sur l'arc des attaquants. On va ouvrir le sujet des attaquants et on va voilà maintenant parler en détail de ce qui de ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas très bien fonctionné déjà sur ce match et puis de manière plus générale et les besoins de l'OL en termes d'attaquants pour ce mercato. Donc commençons peut-être par la performance de Moussa Dembélé. Comment vous l'avez trouvé? Moussa Dembélé. Bah, dans son rôle, il a fait son job. Hein. Il a fait son Son job. job. Après, le problème, c'est que, en fait, on va attendre de Moussa Dembélé qu'il fasse du Memphis alors que c'est pas Memphis, quoi. Donc ça va être Ouais, compliqué, quoi. Ça va être effectivement. compliqué sur un truc comme ça. Mais a priori, Boss a l'air de l'aimer. Il a toujours aimé ce genre de joueur. Il en a eu à Leverkusen. Donc, je pense que moi, je le vois faire une bonne saison. Il a intérêt d'ailleurs à la faire la bonne saison s'il veut partir après. Et après, s'il y a une recrue éventuellement plus axiale, bah,
là, faudra se poser la question surtout des mecs derrière, quoi. C'est-à-dire Slimani et Kadewere, quoi. Parce que pour moi, tu Effectivement. peux pas partir avec 3, 4, 5, 5, 9, quoi. Je veux dire, vraiment, Sur- Surtout que les rumeurs faut aujourd'hui, elles arrêter. parlent les infos aujourd'hui, elles parlent d'un 9 mobile. Donc, est-ce que c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui? Là, j'ai vraiment du mal à comprendre ce que l'OL cherche à faire, à part si on veut vraiment jouer dans un système à deux pointes. Dans ce cas-là, bah, t'as quand même pas mal de joueurs pour combler, enfin, pour remplir l'espace. Donc, t'as Dembélé, t'as Slimani, t'as Kadewere, t'as Toko Ekambi qui va pas jouer piston, j'imagine, ou j'espère aussi. Je pense qu'il y en a, Euh, je pense que Slimani va partir pour moi. Je euh, pense, je le vois bien partir sur une fin de mercato. J'ai du mal à croire qu'il puisse rester comme ça. On a Kadewere qui est là. Alors effectivement, on n'a pas beaucoup d'ailiers, donc c'est complexe, c'est problématique. Si tu en enlèves un qui a joué ailier l'année dernière, ça va être encore plus problématique, surtout si tu recrutes pas. et pourtant, dans l'état actuel de l'effectif, quand tu regardes, je pense que Slimani n'a jamais été aussi proche d'un Hmm. rôle de numéro 2 Après, qu'aujourd'hui. attention, si Kadewere a une grosse offre, pas une bonne offre, c'est possible qu'il parte aussi. Hein. Je vois Je pense qu'il y difficilement a, une ouais, offre arriver sur Kadewere. ouais, Oh, Je la vois très plus honnêtement. arriver sur Toko, d'un club exotique, que Kadewere. Après, le problème des attaquants, c'est que si on se base sur un 4-3-3 et que l'idée c'est de mettre Toko et Kadewere qui sont pour moi pas vraiment des ailiers, Cherki qui n'est pas vraiment un ailier, pareil, on les met pas dans les meilleures dispositions. Et si à ce moment-là, faudrait passer sur un système plutôt à deux attaquants, parce que des attaquants mobiles, on en a. Après, savoir, parce que Peter Bosch et on a l'excellent Paul Prince qui est avec nous, il veut un joueur de grande qualité. Il veut mettre le paquet, on va dire, sur un joueur très performant sur la ligne offensive. Bon, je pense à Mingouri là en ce moment, mais Oh là mais, là. mais ça aurait été le joueur Pourquoi tu me parfait. fais ça, Max? Qui vient de marquer d'ailleurs à Miguel. Oui, bah, non, mais un 9 mobile à côté de Moussa, bah, voilà, je m'étais dit on en avait un qui était parfait, mais bon, ne bref. ressort pas les vieux démons. Mais, Oh mais, là là c'est, là mais là. je me demande si à la fois Toko, si à la fois Kadewere ou à la fois Islam Slimani sont des joueurs d'une grande qualité. Donc à ce moment-là, je préfère qu'on arrive à faire le ménage et qu'on aille chercher quelqu'un. Un... Malheureusement, les amis, c'est la loi de Twitter qui peut absolument censurer nos débats intéressants. Visiblement, Twitter également nous a rangé dans la catégorie insider. De Voilà. merde. Voilà. Je pense que tu peux commencer. La communauté Diamant qui est quand même un peu moins puissante que celle d'Inside Guns, hein, visiblement. Ouais, C'est dit. visiblement. Bah là, il a dit 10 minutes, elle est habituée à l'entendre 3 heures, donc ils ont ça. C'est compliqué. Et Hein. Effectivement. Pourtant, c'est un insider jugé bien d'après les critiques, je crois. Donc, normalement, on devrait avoir. C'est Après, le guide peut-être. des insiders. Après, il faut savoir dissocier l'homme de l'intervenant space. Hein. Exactement. Bon, vas-y, fais-nous ton. Bon, alors allons-y. On en était où par rapport à notre T'es à fameuse attaque Dembélé, à non? l'Olympique Lyonnais? On était Moi, en je train crois de parler de Dembélé, effectivement. Donc on avait Effectivement. Paul qui a malheureusement disparu, qui n'est plus là. On aurait bien aimé avoir son avis sur le sujet. Eh ben, effectivement, il n'est plus là. Donc on va devoir faire sans. On va encore devoir pendant à peu près 7 minutes finir notre tour de terrain sur les différents joueurs offensifs. Donc Dembélé. Dembélé, ce que j'ai remarqué sur sa prépa, c'est qu'il a l'air d'être assez déterminé. Il a envie de réussir, ça se voit. Il joue pas déprimé sur le terrain. Il est en forme, il est en jambes. Euh, il est bon. Si on tient pas compte de l'occasion terrible qu'il a ratée aujourd'hui, il était plutôt adroit, même dans pas mal de gestes. Notamment, on voit la talonnade qu'il a enfin réussi pour Oussam avoir le dernier match. Donc c'était assez intéressant. Après, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que Dembélé, de toute façon, on va pas avoir le choix. Ça va être notre attaquant, à moins que la fameuse recrue fasse la différence. Mais j'ai Et du donc mal pour toi, Slimani à. sera vendu.
Ou alors il sera numéro 2, mais est-ce qu'il va se contenter d'un numéro 2, même à son âge? C'est-à-dire que là, si tu mets ce numéro 2, qu'est-ce que tu fais de Kadewere? Est-ce que Je tu pense que estimes que... Dembélé, ce sera titulaire indiscutable, quoi qu'il arrive. Oui, ça sera indiscutable, mais après, on rappelle quand même qu'il y a 5 changements cette année encore. Donc, Oui, c'est-à-dire que c'est un rôle, c'est assez important, les rôles des changements. bien Tu peux sûr, très le bien numéro 2, arriver à la voilà, 60e et passer à 2 devant avec Simani ou Kadewere, quoi. C'est pas effectivement. interdit. Après, pour notre second attaquant, ce que je disais, pour ce que je disais sur le second attaquant, eh bien, on a Karl Toko Ekambi qui a fait globalement une bonne prépa. Après, effectivement, il y a des choses critiquables dans l'attitude parfois défensive, dans l'attitude parfois trop individualiste, mais ça reste quand même quelqu'un qui arrive à nous apporter un très grand nombre d'actions offensives intéressantes, importantes, et je pense qu'on ne peut pas se passer de son apport aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, Mais il faute apporte de toujours des mieux, tout ça. situations, quoi qu'on en dise, quoi. C'est Bien ça qui sûr, est terrible, c'est que s'il avait une finition bien meilleure, bon, déjà, il serait pas à l'OL, voilà, il serait pas. mais, mais il arrive toujours à se créer des situations, et bon, malheureusement, devant le but, c'est pas fou. Ce soir, il en marque une, bon, très facile. Mais voilà, il apporte quand même. Après, bon, il y aura toujours ces problèmes, des fois techniques, qui font on est un peu énervé, mais bon. Est-ce que tu peux t'en passer à l'heure actuelle? Je sais pas. Je pense Ouais, pas, parce que t'as pas meilleur, en fait, tout simplement, sur le côté droit, déjà. effectivement. Non, pour moi, il part titulaire sur ce début de saison et même peut-être Oui, pour la clairement. C'est saison. un des meilleurs dans cette réparation, en tout Mais cas, ouais. Non, je mais quand trouve. tu te prives de la machine à stats qui est Memphis, tu vas pas te priver de l'autre machine à stats qui est Toko Ekambi. Ouais, ouais. Ça serait suicidaire. Hmm, Bon, c'est sûr. sinon le gros point d'interrogation pour moi, ça reste Kadewere. On sait vraiment pas euh, réellement ce qu'il vaut au final parce que la Après, là, saison c'était ses premières minutes, hein. Là, pour le oui, coup. bah, oui, bien sûr. Non, non, là, je suis vraiment pas en train de juger Hmm. ses premières minutes parce que ça sert à rien, c'est très très peu pertinent. Mais ce qu'on l'a vu faire la saison passée en première partie de saison était extrêmement intéressant. Ce qu'on l'a vu faire en deuxième partie de saison, c'était extrêmement triste. Après, on sait qu'il était blessé. À voir comment il va revenir de cette blessure-là. Est-ce qu'il est vraiment guéri? Est-ce qu'il est vraiment en forme? Est-ce qu'il va retrouver la confiance? Est-ce que tactiquement, il va bien voilà, rentrer dans le moule souhaité par le coach? Enfin, il y a pas mal de points d'interrogation. Est-ce qu'il va rejouer sur l'aile parce qu'on a besoin de quelqu'un qui défend? Bon, c'est pas du tout. Moi, je pense que ça fait partie des joueurs qui peuvent partir dans les 2 dernières semaines du mercato. Alors, effectivement, comme Ça disait m'étonnerait. Max tout à l'heure, il faut une offre. Est-ce qu'il y en aura? Ça, c'est quoi? Bon, ça, c'est autre Ouais, chose. Mais je pense absolument. qu'il y a même plusieurs joueurs en attaque, clairement, s'il y a une offre, ça part direct, quoi. Il y Ouais. en a peut-être un tu bouges pas, c'est Cherki parce que c'est un jeune et que c'est un des mecs sur qui l'OL compte. Mais clairement, Dembélé, Slimani, Kedemre, Toko Ekambi, je peux vous assurer que s'il y a une offre qui est assez importante, ou même pour certains une offre, pour Slimani par exemple, même une offre quoi, à 6-7 millions, ou bah, un peu moins même, le Mhm. mec il part quoi. Je Parce que c'est pense pas des que joueurs indispensables et que tu peux les remplacer, tu peux peut-être investir un peu plus sur un autre quoi. pense que Dembélé part s'il y a une grosse offre, même Ah si Boz a l'air bah de l'apprécier. Ah bah c'est possible. Après, comme je dis, il faut un mec derrière. Oui, c'est ça. Dans le processus, Johnny et Bosch ont déjà défini un joueur qu'ils veulent absolument et qui a une possibilité de vendre Dembélé, ils le vendront et ils feront le mec derrière, hein. Ça Après, c'est une certitude, hein. peut-être que finalement, il l'apprécie pas plus Hmm, que ça. S'il cherche vraiment un neuf, c'est ça aussi la question. Parce que, possible. soi-disant, il cherche un autre neuf polyvalent. Donc, on peut se poser la Ou alors question, est-ce est-ce qu'il qu'il l'apprécie? cherche un mec à mettre à côté de lui? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Pour moi, on ne pourra pas faire la saison à trois attaquants parce qu'on n'a que des joueurs d'axe. On n'a aucun vrai allié. Et même si on en recrute un, c'est pas assez pour moi pour jouer à trois attaquants. Mais Je clairement, ne on est vois pas finir la déséquilibré. Ça, c'est le saison à gros trois problème. attaquants. C'est le gros problème de Effectivement. l'OL depuis des années. C'est que, enfin, surtout depuis deux Mm. trois ans, c'est que t'es complètement déséquilibré. C'est que tes seuls ailiers sont même pas des ailiers, quoi. Cherki est Oui, pas vraiment un ailier. C'est un des seuls qui peut être capable de provoquer. Toko est aussi capable de provoquer et fait des différences avec sa vitesse. Mais après, le reste, oui, voilà, c'est désert, quoi. ça. Puis Effectivement. même de Et base, quand donc, on avait recruté Memphis, c'était pour sur l'aile C'est et vrai. finalement, il a fini dans l'axe. Donc, Mm. ça donne bah, été ça fait vraiment très un longtemps que défaut. l'OL n'a pas eu de Ouais. véritable ailier. Bon, après, terminons peut-être avec le cas Ryan Cherki. Comment vous l'avez trouvé ce soir? Comment vous l'avez trouvé sur cette prépa? Qu'est-ce que vous pensez que son rôle sera pendant cette saison? On a encore 2 minutes, on va faire vite et on va y aller. Bah, Ryan, il a énormément joué cette saison. Ça peut, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais ça peut, si c'est un joueur qui se met tout simplement au service du collectif et qui exploite ses qualités individuelles qui sont quand même hors normes par rapport à son âge, par rapport à son profil, il peut
je dirais pas porter l'attaque de l'OL parce que ça serait peut-être un peu trop tôt, mais il peut en tout cas être un joueur qu'on verra en tant que titulaire très fréquemment. Il a un coup à jouer. Maintenant, le problème de Ryan, pour moi, pour l'instant, c'est toujours son côté un petit peu. Alors, nonchalant, je dirais pas nonchalant parce que ça veut rien dire nonchalant, mais on voit Son que Peter implication Bosz, sans ballon, ouais, peut-être. Ouais, son son implication sans implication, ballon. c'est ça. Il est intermittent là-dedans. Il est capable des fois de faire des efforts et puis Effectivement. il va plus les faire pendant un moment. Ça, c'est vraiment. Et c'est le genre de truc que Bosch déteste. Donc ça peut clairement partir dans le je te mets sur le banc et même dans un passage à 5 derrière, c'est lui qui va sur le banc, quoi. Il faudra voir hein, si Boss arrive à être cohérent et clair et honnête avec Cherki comme avec les autres et que ça se passe bien dans le sens où d'accord là 2-3 matchs tu fais pas assez les efforts, tu passes sur le banc et dès que tu refais les efforts tu regagnes ta place. Enfin dans le sens où s'il est performant et efficace et tout, il y a pas de raison pour que ça se passe mal. Et les passages à vide ça arrive absolument comme tout ça le monde. dans un club de Ouais, foot. voilà, c'est un petit peu utopiste comme vision. Quand t'as un gamin qui a 17-18 ans qu'il est promis à des très grandes choses, tu sais très bien que il y a des moments de doute et les moments de doute vont être compliqués. Maintenant les moments de doute ils vont être là et c'est normal hein. Comme il l'a dit en début de saison, Bosch, un jeune, il a des moments où il est très bien et d'autres moments il va être très mal. Donc, voilà. Mais après Ryan, pour moi, j'ai l'impression qu'il dégage, c'est que c'est quand même un travailleur dans le sens à l'entraînement tout ça. C'est pas un joueur qui a la flemme de s'entraîner, de travailler, etc. Donc je pense qu'il a quand même cette volonté. Et puis sur les performances qu'il a eu offensivement, même s'il est encore un peu dans le déchet, c'est clairement un des mecs qui est capable de faire la différence à lui tout seul et même de débloquer des matchs. Il faut qu'il soit performant parce que l'OL en a terriblement besoin. Il en aura besoin et on en aura besoin. Est-ce que quelqu'un a un mot à rajouter sur Ryan Cherki? Non, moi je voulais juste te dire qu'avec le ballon, je trouve qu'il a une attitude très positive. Des fois, on a des attaquants qui ont tendance à casser le rythme du jeu. Lui, il est toujours là, maître de la vitesse. Ouais. Et ça, c'est plus que la saison dernière, par exemple. Oui, il n'a pas toujours été comme ça. Il n'a pas toujours été comme ça. Sur ça, par rapport à ses entrées, où il gardait peut-être trop le ballon. Là, il joue toujours dans le sens du jeu, j'ai l'impression. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Là, il est vif, il est pas mou, il ralentit pas trop le jeu, même si il a tendance parfois à en faire un peu trop. Mais c'est le package. Il faut l'accepter comme il est, avec il faut l'accepter ou pas d'ailleurs, mais avec tous ses points positifs ou négatifs, on verra comment ça se passe. Et puis il faut que quand il aille sur le banc, ils prennent pas le truc dans le mauvais côté, c'est tout. Ça se passe comme ça. Quand t'es un jeune, tu vas sur le banc des fois, tu rentres, t'es performant, tu vas le prochain match, voilà, c'est tout. Il faut pas. Et ça, c'est des trucs qui doivent être imprégnés. Il n'y a pas que lui, mais comme lui, c'est un des très gros espoirs, et forcément, ces fois, c'est un peu plus difficile. Bon, c'est comme ça, c'est aussi le truc. Hein. Peut-être le dernier joueur qu'on a vu aujourd'hui, c'était Bradley Barcola. Donc on a vu des choses positives pendant cette prépa. On a vu des choses peut-être, on a vu aussi sa jeunesse, le fait qu'il soit encore un petit peu tendre. Donc j'espère qu'on le reverra au cours de cette saison. Juste pour finir, Yaman, sur le truc général de l'équipe, on sait que on sait que Bosch va avoir une équipe qui va être complètement déséquilibrée. On le sait très bien. Donc on va prendre des buts, on va en marquer aussi. Moi, ça me gêne pas forcément. Je sais que par contre derrière, il va falloir que nos joueurs soient très forts en 1 contre 1. Donc c'est pour ça que je pense que Loukeba et voilà. C'est pour ça que Denayer pour moi est indispensable dans ce truc-là parce que c'est notre meilleur joueur en 1 contre 1, je pense. Et je pense que Loukeba peut prendre aussi une position. Donc voilà, ça va être clairement ça. Et puis après maintenant, il va falloir la réussite sur les matchs de toute façon. Espérons. Et puis les résultats, de toute façon, que ça. Hein. Voilà. Attendons voir. De toute façon, on verra bien. À partir de la semaine prochaine, au Groupama Stadium, on accueillera Brest, si je dis pas de bêtises. Et on verra à quoi ressemblera notre début de saison avec Peter Bosz. En tout cas, les amis, on vous remercie du fond du cœur de nous avoir suivis, de nous avoir supportés malgré tous les bugs et tous les problèmes. Donc le replay sera disponible sur YouTube, mais ça prendra un petit peu plus de temps parce qu'il y a un travail de montage à faire maintenant avec tous les bugs qu'on a eu. Et donc on se retrouve très bientôt, on espère, pour un nouveau space. C'est peut-être un petit peu plus tard pour le retour du Goncast. Du Goncast, oui. On verra bien. Non, parce que je me suis un petit peu perdu sur les titres. Donc on verra bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée. Et voilà. Allez l'OL. Merci Yaman. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Soirée.